Salut l'équipe, il est enfin celui que l'on attendait, celui que les Lakers espéraient et surtout celui dont LeBron a besoin. Anthony Davis a mué, comme on dit, à l'âge de l'adolescence. Fini la nonchalance au large, à se toucher la nouille en envoyant des saucisses de morteau après 13 dribbles entre les jambes. Non, cette période est bel et bien finie et Anthony Davis a revêtu le bon costume. Alors pas celui que l'on prend au Met Gala en photo, mais celui qui pourrait faire de lui un double champion NBA. Pourtant, on avait presque abandonné l'idée de revoir Anthony Davis dominant et surtout de le voir être une option numéro 2 assez solide pour offrir une nouvelle bague de champion à tonton LeBron. Autant blessé que Vita et cocu dans ses chansons, Anthony Davis avait dépassé le cadre de la déception et même atteint celui de la résignation. Mais au miracle, Eddie est redevenu ultra dominant et il est même le meilleur Lakers depuis le début des playoffs. Plus que jamais, Anthony Davis fait peur. Et cette fois, ce n'est plus quand il tombe par terre. Et ça change tout pour les Lakers, qui sont passés d'un statut d'une équipe en galère pour une qualif en play-in à une équipe qui joue le titre. Et c'est ce que font les grands joueurs. Ils changent la donne. Anthony Davis est un grand joueur. Putain, on l'avait presque oublié. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Il y en a en plein demi-finale de conférence. On a donc du pain sur la planche ou expression à l'ancienne. Il n'empêche, pour cette émission il ne me fallait pas un, mais deux Thomas. Dufan la Rookies, comment ça va les gars? Ça va super, ravi d'être là comme toujours. C'est vrai qu'on vit des belles émotions basket en ce moment. Nice pen, hein? Thank you, bro. Oui, bon, alors nice sachez que normalement le blanc est interdit à l'antenne, comme vous pouvez voir. J'ai l'impression d'être dans un nuage. D'ailleurs, mon nom disparaît dans le nuage là. Donc voilà. Bon, c'est avec lequel on n'a pas le droit à l'erreur, hein? Pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que j'ai mis une couche quand même. Hein. Ça va, Toto? Ça va, super, au top. Merci. On est comment en ce moment? On est bien. Fin de saison avec Malakoff, là, un peu compliqué, mais voilà, on approche de la fin, on a fait le job. L'essentiel est fait, exactement. On prépare déjà la saison prochaine. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne cherche plus la bague. Ça, c'est cool, puisqu'il est champion NBA officiellement. Vrai, bravo, Thomas. Il a gagné le premier champion NBA ici. Hein. Il a gagné le plus beau titre qui soit. Allez, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais avant de parler de NBA, on va faire quand même un shout-out à notre poteau Andrew qui hier soir a remporté l'Eurocup. Alors, c'est déjà un trophée en plus pour notre Drew national, mais surtout, ça lui offre un billet pour l'Euroleague. Andrew qui va retrouver l'Euroleague donc avec Grande Canaria la saison prochaine. L'Euroleague qu'il avait joué avec le Zénith Saint-Pétersbourg, club qui fait beaucoup parler en ce moment. Mais voilà, cette fois, ça sera avec Grande Canaria. On est très content pour Andrew. Ça fait 2 ans qu'il courait après l'Eurocup. Cette année, c'est la bonne. Ouais, c'est clair, dans un club où il est au max du max. Donc on est ravis pour Andrew qui était très important dans le match d'hier, dans un retour fabuleux d'Ankara Turk Telecom avec Axel Bouteille. C'était à domicile dans ce format un peu spécial de l'Eurocup. Ils avaient le meilleur bilan, ils ont reçu tous les matchs. Voilà, bravo Andrew, c'est un beau titre. Et puis voilà, je suis ravi de retrouver l'année prochaine en Euroleague. Parce qu'on sait que la première fois, c'était pas hyper bien passé. Là, dans un autre rôle, je suis sûr que ça va dérouler. Bravo Andrew, donc on retrouvera l'année prochaine donc en Euroleague. Et puis il faudra qu'on aille quand même une fois fêter ce titre avec toi dans ta magnifique villa de Grande Canaria. Tu nous invites depuis maintenant 2-3 ans. C'est vrai qu'il serait temps qu'on aille un petit peu bronzer, boire des cocktails et te faire une petite bise, mon Drew. Bon, pour l'instant, on t'attend sur Paris pour aller célébrer ça au Jean Royal. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit, on les embrasse, nos amis. On va rester, les gars, sur l'Europe et l'Euroleague, puisque hier soir, on a vu un match d'anthologie avec un panier d'anthologie. T'en as déjà mis, alors, des pantons comme Sloukas hier? Ouais, j'ai déjà mis 2 buzzer beaters, mais pas à ce niveau-là, malheureusement. Mais parce que ceux de la houppe, ça contre nous, ça compte pas. Mais Sloukas, il est coutumier du fait. Hein. De toute façon, c'est pas son premier, ce sera pas sûrement son dernier. Énorme shoot. Hein, belle slim. Hein. Ouais, franchement, c'était un bête de match, je vous le conseille. Hein. Allez sur Squeak, regardez le replay ou regardez les longs formats. Match d'exception entre 2 super équipes dans une ambiance fantastique. Et l'Olympiakos se sort d'un piège parce que Guduric, le tir qu'il met juste avant déjà. Franchement, tout le quatrième quart-temps, tout le match est exceptionnel. Mais là, le tir, 3 secondes, dribble dans le dos. En plus, t'as l'impression qu'il est un peu pris, tac, il se retourne. Mais mec, franchement, j'ai tellement crié course dans les vestiaires derrière et tout. Alors, bravo, monsieur. 2-1 donc pour l'Olympiakos qui reprend l'avantage du terrain. Match 4 vendredi. Tu y seras d'ailleurs ou pas? Je fais tout pour y aller. Je fais tout pour y aller, je vais à Istanbul juste pour ça. Alors, en effet, si tu as des places, si tu peux m'avoir quelque chose, bon, j'essaie de passer quand même par des ramifications plus officielles et d'autres moins d'ailleurs, mais si tu as une petite info, enfin un petit tips pour aller voir des matchs Euroleague à Istanbul, voir un match du Fener, bah, n'hésite pas. C'est vendredi ou jamais. C'est demain. Voilà. Vendredi ou jamais. Tout est permis vendredi. Très bien.
Thomas, juste une question avant de se plonger dans le sommaire. T'as une équipe pour la saison prochaine? Pour l'instant, j'ai prévu de rester à Malakoff. Très bien, ça te fait un truc de plus que Dylan Brooks. Dylan Brooks qui donc s'est fait informer que les Memphis Grizzlies donc, ne le prolongeraient pas. C'est quand même, et on en reparlait un petit peu en off, c'était pas prévu qu'on parle de ça spécialement, même si Toto notre Tom national nous a prévu un joli tableau. C'est quand même une brave descente aux enfers pour ce garçon qui allait voir les stats de ce mec-là, qui l'année dernière tournait encore 18 points par match, montait en crescendo entre 16, 17, 18 points. Il y a eu une blessure, certes, mais il y a surtout un comportement que personne n'arrive à comprendre, et même plus son équipe, au point de lui dire, alors qu'il faisait partie du projet, bien sûr. De dire on ne te garde pas, personne ne comprend, il est en train de se flinguer sa carrière à lui tout seul par des comportements extra-basket. J'ai pas tant de souvenirs que ça que des aussi bons joueurs se mettent autant dans la panade pour des déclarations hors basket, pour des confrontations. On a toujours, hein, sur les dernières années, les Len Stephenson, tu sais, on peut toujours trouver des mecs qui allaient se confronter à LeBron notamment, et pour qui ça se passe jamais très bien une fois qu'ils partent du cocon. Là, je suis un peu déçu parce que c'est vraiment un bon joueur. Mais t'as l'impression qu'il s'est complètement perdu. Je crois quand même qu'il sera en NBA l'année prochaine, il est en fin de contrat. Si j'étais une équipe moyenne de NBA, j'en ferais mon titulaire. Il va bien à un moment donné se remettre dans le droit chemin. En tout cas, dans l'entretien avant la signature, j'aurais une petite discussion avec lui en disant frérot, calme-toi, redeviens un joueur de basket et je suis sûr que ça se passera bien pour toi. Non, clairement, il s'est tiré une balle dans le pied. Moi, j'ai pas compris. Ça reste un très bon joueur, Brooks. Voilà, tout le monde le moque, fait des montages sur lui en Chine, tout ça, mais ça reste un ailier solide de NBA. On l'a vu avec ses stats de l'année dernière, mais s'attaquer comme ça dans les journaux aux joueurs, à LeBron James en plus, pas des moindres. Vraiment, j'ai pas compris. Autant tu peux aller trash talker sur le terrain pendant le match, aller lui parler, voilà, faire un peu le thug, mais là, dans la presse comme ça, alors qu'il a pas le niveau pour l'affronter, clairement sur le terrain. Donc là, il s'est mis un costume qui est clairement trop grand pour lui, même s'il a l'habitude de mettre des trucs plutôt tight en montrant son nombril, mais c'est vrai qu'il a pris un costume d'espèce de tueur comme ça dans la presse qui ne lui va pas. Draymond Green. Il a sorti du jour au lendemain en plus, c'est assez récent, c'est pas comme si... Mais tu sais que j'ai eu la chance de visiter la fac d'Oregon il y a quelques semaines, et du coup il y a un mec qui s'occupe de toutes les équipes NFL, de football américain et donc basket, et je lui ai posé la question sur Dylan Brooks, il me disait « Ah mais quand il était là, c'était déjà un personnage un peu à part ». Bon, après, c'est pas grave, on aime les gens un peu à part, mais le problème, c'est que là, il fait plus rire personne, en fait. Et que même lui, il est en train de se niquer sa carrière. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y aura un rebond. Et que quelque part, il a le droit de tirer des enseignements, parce que quand il marche, là, le Walk of Fame en sortie de la Crypto.com Arena, je pense que tu vas passer un été à le dire et te dire faut peut-être que je ferme un peu ma gueule. Et il a commencé, hein. Il a pas on n'a pas entendu après l'élimination, il a pour l'instant rien dit. Donc j'imagine que son entourage, s'il est bien censé, ses agents et tout, doivent mal pour un bien finalement. Voilà, c'est encore un jeune joueur, hein. Mais bien sûr, et qui a montré des qualités, fort défenseur. Alors dans sa sélection de tir, il y a eu quand même. Mais là aussi, pour moi, tout va avec sa chute de stats. On sait qu'il revient d'une grosse blessure, mais elle est aussi dans le tout le monde t'attend à l'échauffement. Et les mecs se moquaient de lui, ils venaient tôt pour se foutre de sa gueule. C'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Voilà, on voulait faire une petite parenthèse sur notre ami Dylan Brooks, qu'on ne salue évidemment pas. Sommaire, les amis. On va commencer avec les news. En guise de news, on va faire un gros bilan de la conférence Est, revenir sur le titre de MVP de Joel Embiid, mais en même temps parler de la série Celtics-Sixers et revenir aussi sur le Knicks Heat. Il y a un partout dans chaque série. Le débat, évidemment, sur l'énorme série entre les Warriors et les Lakers. Et les Lakers qui sont allés prendre le match 1 intéressant. Il y a beaucoup de choses tactiquement à raconter. On aura même une palette qu'on a décalée pour mettre dans le débat. La palette de Toto sera dans le débat. Le focus, on finira avec Denver. Vous nous reprochez beaucoup de ne pas parler de Denver. Et vous avez raison. Énorme équipe qui sont en train, gentiment mais sûrement, de détruire nos amis des Phoenix Suns. Comment peuvent réagir les Suns ? Est-ce que les Nuggets peuvent sweeper les Suns ? Watch out. On se souvient que l'année dernière fois où Kevin Durant a été dans ce cas-là, c'était avec les Nets. Et il s'était fait balayer. Et on finira avec le quiz que Thomas survole depuis des semaines. Je ne vous cache pas que je ferai le quiz torse nu, pour rester très concentré. Je vais faire une Dylan Brooks. Je ne veux pas trop parler, donc je vais lancer les news, mais je ferai le quiz torse nu. Ou peut-être même sans parler. T'as qu'à m'envoyer les jingles dans la gueule, hein. Écoute, c'est moi le patron ici, d'accord. Non, je disais que je le ferais peut-être sans pantalon, donc il a bien fait de me couper. Donc je serai évidemment habillé pour ce quiz. Messieurs, la première news, évidemment, c'est Joel Embiid. J'ai envie de dire, enfin,
MVP, Thomas. Ouais, on peut dire ça fait 3 ans qu'il est tout proche derrière Nikola Jokic d'être MVP. C'est enfin sa saison, donc la saison 2022-2023 pour un joueur hors norme qu'on aime tous hein, ici au parcours qui peut être légendaire, hein, bien sûr, quand on voit d'où il part. Ça ressemble un petit peu à Yanis si on veut comparer. Des stats exceptionnelles, meilleur score de la NBA pour la 2e année consécutive. Le retour des big men au très haut niveau. Les blessures l'ont presque épargné cette saison. Il a fait un nombre de matchs suffisant pour être MVP. Et j'ai adoré sa réaction quand il l'apprend. Il y a beaucoup d'émotions. C'est quand même actionné un accomplissement exceptionnel d'être élu meilleur joueur de la NBA. Même s'y attendait, quand tu vois comment son corps il sait le relâcher, voilà, il reste longtemps comme ça. C'est les moments qu'on adore pour des grands gaillards. Comme l'a dit Thomas, ça valide 3 années de domination. Enfin, il est sacré MVP. Je pense que ça lui tenait vraiment à cœur. On le voit sur sa réaction. Là, après, il s'effondre en larmes. Voilà, son nom sera inscrit à jamais dans les livres d'histoire de la NBA. Ça sera MVP voilà, pour l'éternité. C'est peut-être pour moi sûrement le 2e titre le plus important NBA. Il y a champion NBA et derrière MVP de la saison. Voilà, il a réussi. J'espère que ça va pouvoir le faire passer à autre chose maintenant, mettre ça derrière lui et se concentrer davantage sur les résultats collectifs. Il a dit I'm back, et avant qu'on aille dans la série, parce qu'il a été de retour hier soir. On en a parlé comme tous les mercredis sur la Wina TV de 18h à 19h. On en a parlé hier dans l'émission Clutch avec Rémi Reverchon et c'est Thomas qui nous donne encore une fois son avis. Quel croqueur d'antenne, Laïus. Ouais, très logique et ravi pour Joel Embiid. Ça nous fait penser un peu à James Harden qui, avant de gagner son MVP, avait été 2e 2 fois de suite. Et pour la NBA, pour l'équilibre de la NBA, c'est important que ce ne soit pas toujours les mêmes noms qui reviennent. Ça arrive quand même souvent. Mais pour le coup, que les meilleurs joueurs qui sont réguliers année après année, qui gagnent des matchs avec leur équipe, avec des projets qui repartent de zéro, etc., accéder au trophée individuel le plus important de la NBA, on sacre l'un des meilleurs joueurs de la NBA, tout simplement. L'un des meilleurs joueurs de la NBA, il n'est pas seul évidemment, puisqu'on va voir d'ailleurs le détail des votes pour le MVP, parce que ça a été encore une fois assez disputé comme chaque année. Ce qui est marrant, c'est que avant que le MVP tombe, on dit tout le temps non, mais c'est lui qui mérite, mais comme quand Yanis a été MVP, quand Jokic est MVP, jamais on dit c'est un vol. Voilà. Et là, avec Embiid, on n'a pas la sensation que ça soit encore une fois un vol. Il y a une forme de logique. Nikola Jokic est 2e, Yanis 3e, Jason Tatum 4e, Shai est 5e. Ça fait un petit peu parler. Moi, honnêtement, ça me choque pas tant que ça de voir Shai 5e. Ouais, moi non plus. Quand on avait fait nos classements, on pensait à Donovan Mitchell peut-être un peu plus haut, mais quand tu as plus de 30 points par match, quand tu surperformes avec une équipe très jeune qui n'a pas d'ambition de base, tu arrives à finir 10e, c'est des stats que tout le monde a pu voir et puis la régularité du mec. Quoi. Franchement, il a dominé toute la saison. Moi non plus, hein, là, d'être 5e ou 6e, ça change pas grand-chose. C'est juste de dire, Shai, tu fais partie des meilleurs joueurs de la NBA. Non, tout simplement. C'est mérité, puisque personne n'avait parlé d'Oklahoma. On sait qu'ils étaient en reconstruction. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Ils étaient à 2 doigts de se qualifier pour les playoffs. Donc, pour moi, c'est mérité. À savoir que j'ai lu sur Internet qu'il y a quand même un journaliste qui n'a pas mis Jokic dans le top 5. C'est toujours surprenant. Il y a toujours des petites dingueries. Hein. Toujours, on se souvient de Carmelo Anthony, tu te souviens Pas le mettre dans le top 2013. 5, mais il faut y aller. Il faut y aller. Moi, On se souvient aussi des votes des fois pour le Ballon d'Or. On a eu ça c'est clair. Mais ce qu'on des peut mecs dire qui avaient aussi... voté pour Patrick Colter. Donc, Ce qu'on peut dire aussi pour Joel Embiid, c'est qu'il accède au titre de MVP de la saison dans une année exceptionnelle en termes de concurrence. Nikola Jokic fait une saison historique. Nikola Jokic, s'il n'est pas 2 fois MVP, on peut imaginer qu'il l'a cette année. T'es premier de la conférence Ouest, t'es exceptionnel, t'es presque en triple-double et tout ça. On peut aussi dire la même chose sur Giannis en termes de stats, il est très haut. On peut parler des nombres de matchs manqués si vous voulez, mais il n'empêche que Joel Embiid fait un écart sur 2 mecs qui ont été absolument monstrueux. Et pour clôturer tout ça, en effet, c'est la domination mondiale, la domination des grands. 3 mecs sur les 5 derniers titres qui font plus de 2m10 et 3 mecs qui viennent d'ailleurs. Donc c'est aussi un pied de nez au basket américain. Certes, Team USA est la meilleure équipe au monde, sans aucun doute, mais les meilleurs joueurs sont internationaux. depuis 5 ans. Depuis 5 ans. De toute façon, pour revenir sur ce que tu dis vite fait, forcément, le fait qu'il ne les ait pas eus sur ces 3 dernières années, il est récompensé. C'est dans l'inconscient. On a envie de lui donner un peu... par rapport à ce qu'il nous a donné les 2 dernières années. Voilà, Jokic en a 2, Antetokounmpo en a 2, c'était logique qu'il en reçoive 1, et donc je pense que ça a joué comme LeBron James pour en avoir plus, comme Michael Jordan pour en avoir plus. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi je peux pas m'empêcher de dire qu'il y a l'ensemble de son œuvre depuis 3 ans. Bien sûr. Alors, les gens diront non mais c'est saison après saison, et c'est vrai, mais quelque part dans l'inconscient, il y a toujours ça qui rentre en compte. L'exemple de James Harden est bon là-dessus aussi, donc bref, voilà. Moi, comme je disais hier... C'est mérité quoi qu'il Moi arrive. je pense que je bien suis sûr, content de voir que, pour moi, entre Jokic et Giannis Antetokounmpo,
Antetokounmpo, il n'y a pas 3 MVP d'écart. Non. Là, il n'y en a plus qu'un. Pour Ouais. moi, ça me paraît un peu plus Ouais, logique. voilà. Voilà. C'est toujours pareil, une sensibilité, sachant qu'on n'a aucun grief contre aucun joueur. Après, dès qu'on rentre dans les lui, je l'aime pas, nanana. Bon, bref, après, on Nous, tombe dans- pour le coup, nous, on hate aucun des Ah, trois. non, Je les aucun aime des tous, différemment, mais je les aime tous. J'ai toujours eu le sentiment d'être un modèle, en particulier pour mon peuple africain. Et j'ai l'impression qu'en regardant mon histoire, ils peuvent se dire « Waouh, tu l'as fait ». Nous n'avons pas beaucoup d'opportunités en Afrique en général pour en arriver là, mais improbable ne veut pas dire impossible. J'en rêvais, voilà. C'est très fort de dire ça parce que, à l'image de Yanis, qui vendait des CD quand il était jeune et qui vivait dans la précarité, à l'image de Nikola Jokic, pour d'autres raisons, qui est sélectionné au 2e tour, on se rappelle la pub Taco Bell qui passe au moment de sa sélection. Donc des mecs qui ne sont pas attendus. Certes, ils ont des potentiels, ils ont du talent, mais être le meilleur joueur de la NBA quand tu viens d'aussi loin, quand tu viens d'un pays africain et que tu dois absolument tout faire, que tu commences le basket très très tard. Alors oui, quand il arrive en NBA, on sait que ça va être un joueur immense si ses problèmes physiques le laissent tranquille. Il n'empêche qu'il faut arriver à grappiller pour arriver à un moment donné dans la grande ligne, pour arriver à dominer, pour arriver à faire cette saison qu'il fait aujourd'hui. Donc on peut aussi donner beaucoup de crédit à ces mecs qui sont pas du tout... qui n'auraient jamais dû avoir la chance ou l'opportunité en tout cas d'arriver en NBA. Donc bravo à Joel Embiid qui clairement est un modèle pour beaucoup de gens. Et bravo aux Sixers, je sais que c'est ton équipe. Thomas, on se souvient que du Trust the Process, il y a 5-6 ans, c'était une équipe dramatique qui gagnait à peine 15 matchs par saison. On se moquait un petit peu du Trust the Process. Finalement, ils ne sont pas encore champions. Ils ne le seront peut-être jamais, on verra. Mais en tout cas, ils ont réussi à drafter et à faire d'un mec un MVP. Ouais, ils ont construit petit à petit avec tous les problèmes de santé de Embiid au début, on était un peu inquiets. Après, il y a eu l'éclosion de Ben Simmons. Après, il y a eu l'histoire, le transfert, tout ça avec Harden. Il y a eu pas mal de choses qui ont retardé un peu ce process. Et finalement, avec l'arrivée d'Harden, on voit que ça fonctionne bien. Et en tout cas, ils sont sur le bon chemin pour le titre NBA, peut-être un peu court cette année. Ah. Mais on en parlera plus tard sûrement. Bon, mais tout de suite, on en va tout cas, enchaîner. le process, il a été bien pensé. il a réussi. Aujourd'hui, il est récompensé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils ont drafté 2 numéros 1 draft, et c'est pas l'un de ces 2 mecs-là qui finit MVP. Alors il est 3e choix de draft, mais ni Ouais, Marcus j'avais oublié, ni Ben Simmons ni Ben ne Simmons. sont encore au club, enfin dans la franchise, et ne sont pas la tête d'affiche de cette équipe-là. Donc parfois, on en fait souvent beaucoup avec le premier choix de draft, mais c'est pas si simple que ça. Il faut arriver à ce que les gars performent, qu'ils s'entendent bien avec l'organisation, etc., etc. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est cette image, moi que je trouve ouf, c'est que je savais pas qu'ils étaient si proches. Ben, James Harden, il est fier de fou pour lui. et même- Et c'est lui qui vient le chercher. et même de on ce a qu'on vu a- le cadeau, la montre, etc. Et même de ce etc. qu'on avait entendu en allant en Philadelphie, on nous disait que c'était pas l'amour fou. Ah Donc, bon finalement, ouais, on avait entendu dans les journalistes, ok. quand on est parlé Je un petit savais peu avec la presse. Ah, vous êtes français, nana, tu sais, quand tu discutes, il nous a dit, ouais, avec Harden et Embiid, il y a un peu de, bon, comme quoi, tu vois, finalement. Franchement, moi je Mais vois je pense James Harden très fier de lui. Quoi, au tu vois. début, quand il est arrivé, c'est pas super bien passé et je pense qu'ils ont appris à se connaître. Et maintenant, on le voit sur le terrain, ils s'entendent bien, il y a une cohésion, ils ont confiance l'un en l'autre et maintenant, ça roule. Ça roule. En tout cas, ça roulait pas trop hier soir, puisque on va se plonger dans le bracket des playoffs, parce qu'on est surtout là pour ça. Et vous allez voir donc qu'à l'Est, tout est à faire pour toutes les équipes. Il y a un partout entre le 8 et les Knicks, et un partout entre les Sixers et les Celtics. On ira à l'Ouest un petit peu plus loin. On va commencer, puisqu'on est sur Joel Embiid et les Sixers. Avec les Sixers, Joel Embiid était de retour hier. Mais ce qu'on a vu surtout, c'est le retour de la grinta un petit peu des Celtics. Victoire large, 121-87. Pas grand-chose à sortir de ce match-là, si ce n'est l'orgueil et le sérieux défensif retrouvés côté Celtics. Bah, il y avait une réaction attendue. Quand tu perds le premier match avec une défense minable et avec un James Harden des Rockets, tu te poses la question de est-ce que c'est l'histoire d'un match ou est-ce que ça va se répéter. Bon. Réaction attendue, réaction d'orgueil, réaction collective surtout. Jason Tatum a des problèmes de faute, joue 19 minutes dans le match, marque 7 points, totalement anecdotique parce que tous les autres autour ont été très bons. Marcus Smart, hier on en parlait, Erwan, tu me disais, je vais le prendre dans mon JDE parce que c'est un mec à réaction. Il fait un énorme match, Marcus Smart. Derek White fait un énorme match, Malcolm Brogdon fait un énorme match parce que le collectif qu'on attendait enfin a été bon en même temps d'un côté et de l'autre du terrain. Mais je pense que les Celtics, ils ont oublié un peu d'où ils venaient. Moi, quand je les ai vus sur ce premier tour de play-off, il me semble que c'est la pire équipe défensive sur le premier tour, en tout cas. L'année dernière, ils sont revenus très loin. Ils étaient à 2 doigts de tout faire exploser. Finalement, ils font des réunions, ils se parlent entre eux. Ça devient une équipe fantastique. Et la défense qu'ils ont proposée l'année dernière en play-off, c'était incroyable. Ils rentraient dans la gueule de tout le monde et c'était leur force. Ils se passaient la balle. Tout le monde participait au jeu offensif. Là, je commence à revoir des séquences des Celtics qu'on n'aimait pas avant, d'un contre un de Tatum sans avoir fait tourner le ballon, d'un contre un de Brown.
et des défenses un peu fantomatiques. On l'a vu sur le match 1, c'est pas possible qu'Harden, même si Impossible. voilà, ça reste un top joueur, c'est plus le Harden des Rockets qui marque 45 points comme ça aussi facilement. Là, hier soir, ils l'ont muselé, voilà, ils l'ont laissé, je crois, à 12 points avec un pourcentage catastrophique. Et là, sur la deuxième mi-temps, ben voilà, au bout d'un moment, leur défense, elle use et elle finit par payer. Et s'ils veulent l'emporter, il va pas falloir qu'ils oublient que c'est la défense qui les a emmenés là l'année dernière. jusqu'en finale. Merci. Et c'est ce que semble dire aussi Jaylen Brown. J'ai l'impression, en tout cas, on a juste donné le temps en défense en étant agressif des deux côtés du terrain, en impliquant tout le monde. Malcolm Brogdon a eu un gros match. Il fallait juste se montrer agressif, montrer un peu de fierté. Merci. On rappelle que Jason Tatum a fait un match très rare de sa part. Il a eu beaucoup de problèmes de faute. Il ne met que 7 points. Tout à fait. Jason Tatum. Mais il n'empêche que moi, ok, les Celtics, à l'orgueil, sont revenus un partout. Ce que je vois sur ces deux matchs-là, c'est qu'ils ont perdu l'avantage du terrain et que moi, défensivement, c'est pas ce match-là où il y a 40 points d'écart qui va me rassurer pour les Non, Celtics. clairement. Je vais voir s'ils sont capables, match après match, à l'extérieur, c'est ce qu'ils avaient fait notamment la saison dernière. On se souvient à Brooklyn au premier tour, comme défensivement, c'est là qu'on s'était dit ah ouais. Là, c'est assez incroyable. S'ils sont capables d'enchaîner ces efforts défensifs-là, moi, je vois juste une équipe qui a du talent, qui est piquée au vif. Mais ça, c'est pas ça une équipe championne. C'est pas une équipe qui a réaction. C'est une équipe qui doit imposer son style. Et c'est vrai que l'année dernière, ils avaient imposé leur style et leur rythme. Là, pour moi, c'est une équipe qui a réaction. Pour moi, Mais le truc, t'as raison, Erwan, mais le truc, c'est qu'on peut dire la même chose de l'autre équipe. C'est-à-dire que là, il y a deux équipes qui sont à peu près du même niveau. Et je suis incapable de dire qui va prendre l'avantage là sur la semaine qui va arriver, parce que c'est une réaction d'orgueil. Ils l'ont mis, ils les ont démontés. Alors, c'est En plutôt deuxième serré, mi-temps, ouais. c'est plutôt serré à 10 points d'écart à la mi-temps et tout. Mais à un moment donné, il y a une équipe qui a été largement meilleure grâce à l'orgueil, mais parce que collectivement, elle était juste bien mieux armée hier. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on va retenir de ces deux premiers matchs? Est-ce que le premier match était une tendance, la défense des Celtics pas au point, ou est-ce que le deuxième match va être une tendance, c'est-à-dire que collectivement, c'est une meilleure équipe? Pour l'instant, je suis incapable de dire vers où on va C'est aller. dur d'en tirer il y a des trop leçons. d'écart. Pour moi, Ouais. des matchs de voilà. playoff où il y a 40 points d'écart, tu peux pas. Après avoir perdu le premier, surtout. Ouais, parce que voilà, voilà, après avoir- c'est 2 fois 40. Ouais, mais le premier match, il n'y a pas un bid. On sait comment ça se passe quand on est joueur inconsciemment. Il n'y a pas un bid là. C'est Enfin, bon. à la mi-temps, Oui. à la mi-temps, quand l'autre Zozo, t'as compris qu'il était dans un grand Oui, soir, t'as bien le droit sûr. d'adapter. Parfois, pendant le match, c'est dur de switcher comme ça. Mais il ne faut pas qu'ils se voient plus beaux que ce qu'ils sont. Qui est les Celtics, tu parles? Non, les Ah, les Celtics, Celtics, moi. ok. Parce que voilà, pour moi, il faut qu'ils aillent au combat, c'est leur force. Bah, Ils ça, ont bien un instinct très physique, il faut qu'ils rentrent dans les gens. Il ne faut pas qu'ils disent, ah, on est les Celtics, on est favoris, on fait partie des favoris, donc on va dribbler dans tous les sens, on va mettre des beaux paniers, de ça. Non, c'est pas comme ça que tu Qui gagnes. était l'année dernière l'incarnation de cette défense? Tu vas me dire. Quoi, tu vas me dire. Franchement, Marcus c'était tellement collectif, je dirais. Non, mais il y en a un qui. Grant Williams. Grant Williams. Ouais. Et le Grant Williams de l'année dernière et de cette année, Grant Williams est clairement sur le départ. Je pense que les Celtics oui, oui, 100%, les Celtics n'ont pas le re-signer. Et ça, quelque part, c'est assez terrible de voir la comparaison d'attitude. Je ne parle même pas de stats. L'année dernière, il est sur un nuage d'adresse. En plus aussi, on se souvient, face aux Bucks. Mais dans l'attitude de Grant Williams, on a l'impression qu'il n'y est plus. Et on sait que l'année dernière, défensivement, c'était un des soldats plus qui a fait basculer cette défense à un niveau incroyable. Mais Ouais, tous, c'est sûr, même c'est sûr, Horford, ils se l'a donné comme j'avais rarement vu. Enfin, tous vraiment les 5, ils étaient au diapason. J'avais rarement vu de défense comme ça l'année dernière. Et ça, j'espère qu'ils vont s'y remettre, sinon ça va être compliqué. J'ai du mal en tout cas à croire qu'il y aura un switch après un tour de playoff, 2 matchs du deuxième tour, un switch défensif. Tu vois, on reverra pas l'équipe de l'année dernière. L'âme qui moi, c'est avait, ça qui l'impact. m'inquiète. Alors, on la reverra pas. Pas le même C'est coach. On rappelle que Mazzulla est tout à un fait. coach offensif. Tout à fait. C'est pas pour autant que c'est pas une équipe qui peut pas aller au bout. Tu vois, la frontière entre les deux, je te dis pas que c'est mes favoris, loin de là. Je te dis que tu peux gagner en jouant un basket différent de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Après, moi, ce match-là, donc il y a un énorme écart. Il y a une équipe qui a réaction, qui veut marcher sur l'autre. Il y a une autre qui, je pense que très vite a compris qu'ils avaient fait le taf en gagnant le premier. Mais comme toujours, on le voit tout le temps. Ça, tu vois. Un bid qui revient, mais on ne sait pas trop. Voilà, donc pour moi, c'est comme, il y a un partout, balle au centre. On n'a rien appris sur les deux matchs, ça, c'est sûr. On a appris que James Harden est capable de remettre des énormes cartons. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Mais ça ne nous donne pas un favori. Non. En tout cas, on ne peut pas se dire tel. Voilà, c'est un peu flou Voilà. sur ces deux Oh, matchs. j'ai Pas une un idée. bid, un bid, 45. Pour moi, la seule info de là-dedans, et dites-nous, vous, si vous êtes d'accord ou pas avec nous, si sur ces deux matchs, vous avez retenu des choses. Pour moi, la seule info, c'est que Philly a repris l'avantage du terrain. Basta. Tout à fait. Que Embiid s'est bien échauffé au match 2. Il va Voilà. pouvoir entamer sa Parce que série au match 3. le M-back, il va falloir que ça soit au match 3, parce que là, le match 2... là, il était en. Par contre, ouais, mais défensivement, il a fait des trucs. Oui, bien sûr. 5 contre.
Oui, mais c'est des comptes d'impact. Gros, le compte qu'il met sur Jalen Non, Brown. mais je là. parle en attaque. En attaque, mais bien sûr, voilà, bien sûr, il bien a pas sûr, forcé, il a laissé dérouler. Parce que les Sixers ne seront pas champions avec Joel Embiid qui fait du Robert Williams. Hein, donc, A priori, non. voilà, merci. On va dans l'autre demi-finale de conf, les magnifiques, extraordinaires, meilleure franchise de tous les temps, les Knicks face au Heat. Et là aussi, il y a un partout. Le Heat avait pris le premier match, Randle était absent. Les Knicks ont pris le deuxième match, Butler était absent. Et là, c'est un petit peu pareil. Ouais. J'ai du mal à me situer. Moi, je vois les qualités des Knicks comme toujours et les limites. Mais malgré tout, là, sur cette confrontation-là, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression, et ça me fait un peu mal au cul de le dire, qu'il y a une équipe qui joue mieux au basket qu'une autre, et c'est le Heat. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec ça. On rappelle qu'il n'y a pas Tyler Hero non plus, hein, c'est quand même fou. En tout cas, l'académie de jeu, sur des moments importants, me fait dire que si Butler joue, le Heat va passer. Le Heat ne peut pas gagner un match très serré s'il n'y a pas Butler sur le terrain. Au bout d'un moment, il n'y a pas Tyler Hero, il n'y a pas Jimmy Butler, c'est les deux meilleurs finisseurs de l'équipe. À un moment donné, tu peux rien espérer. Déjà de s'offrir un money time sur le match 2, c'est déjà limite un petit exploit. Donc je te rejoins sur l'académie de jeu. Le truc du basket, c'est que l'académie de jeu, elle se délite parfois hein, dans les moments importants. Quand ta défense en face est très intense, quand tu es bien coaché, etc. Donc, est-ce que les Knicks sont capables de le faire? J'ai du mal à dire oui, mais c'est pas impossible, quoi. En fait, pour moi, les Knicks peuvent le faire, mais les Knicks peuvent le faire à la manière des Knicks. C'est-à-dire avec, Ça, c'est pas le choix, toi, avec hein. toujours ce basket direct, ce basket de duel. Et j'ai l'impression que finalement, Miami, contrairement aux Cavs au premier tour, a cette équipe-là pour les contrarier dans ce basket d'attaque très direct qui est dicté par l'adresse ou pas, la réussite ou pas de Jalen Brunson. Tout est dicté par ça. Une fois que lui, il a été très bon au match 2, une fois que si lui est contrôlé ou dans un soir un peu moyen, surtout quand il n'y a pas de Julius Randle. Sur le match 1, c'était criant que. Tu vois, on a beaucoup tapé sur Julius Randle et tout. Mais bon, il faut bien qu'il y ait un deuxième Kemé qui soit capable de faire des choses. Et quand il n'est pas là, en fait, Julius Randle, quand il revient, le basket ne change pas. Oui, donc c'est juste on rajoute un talent, je te rejoins. Ah, mais c'est mais beaucoup. pour moi, en fait, les Knicks, ils sont chiants à battre parce que tu dois te battre contre eux toutes les minutes du match. Mais en même temps, tu sais comment les battre. Tu vois ce que je veux dire, Tom? Il n'y a pas de panier facile, mais après, c'est vrai que leur jeu collectif est limité. C'est une équipe de charognards avec ces deux tours là entre Robinson, Hartenstein qui sort des séquences incroyables. Après, le Heat, là. Josh Hart, dans un autre registre. Ouais, magnifique, Josh Hart qui va être bientôt l'idole, je pense. Je crois qu'il y est, hein, on y va. Du Madison Square. He's in my heart. Et après, les Heat, là, le problème, c'est on peut faire des prédictions, mais la seule prédiction, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que Butler va revenir? Parce que sans Butler, je dirais que les Knicks vont passer. Avec Butler, je donnerais avantage à Miami. Après, à voir comment il revient. Les entorses, tout le monde les gère différemment. Il y en a qui arrivent à revenir au bout de 3-4 jours. Certains, il leur faut 2-3 semaines. Là, c'est les playoffs. On sait que c'est un dur à cuire. On ne sait pas dans quel état il est. Mais s'il revient, ça va forcément. J'apprends rien Beau à tacle personne. déjà. Beau tacle, Josh Hart, déjà, on peut le dire. Tacle à la Eric Dimeco, magnifique. Bon, il a glissé. Il a glissé. À la fois, Il pleuvait en même temps, normal. Hein. Alors, on aime bien le côté guerrier de Butler, mais rejouer sur l'entorse comme il fait après, est-ce que derrière il joue pas au match 2, est-ce que tu sais pas non plus? Il le gagne, Erwan. Si tu le perds, ok, mais tu gagnes le match. C'est une question. Quand tu gagnes le match, tu vois, quand tu fais cet effort supplémentaire, faut que derrière ça tombe. Hein. Ils vont gagner le match et récupérer l'avantage du terrain. Pour moi, c'est banco. Ils se donnent le droit de pas jouer le match 2. Si tu perds, je pense qu'ils forcent et ils jouent le match 2. Tu vois. Pour moi, tout est une histoire de calcul. Tu gagnes le match 1, hop, ok, t'as bien fait. Tu joues pas le match 2, pourquoi pas t'as gagné le match 1? T'as intérêt à jouer le match 3. Oui, moi je pense qu'il va jouer le match 3, moi. Il a l'air de Ah oui, attends, je l'ai vu courir dans Central Park, ça allait bien. On parlait un petit peu du jeu parfois prévisible des Knicks, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a un mec qui, toute la saison régulière, a amené aussi quelque chose, un petit peu une âme en plus, et des points et de la créativité en plus du banc. C'est Emmanuel Quickley, qui est dans une galère sans nom. Alors, c'est la première fois qu'il joue des playoffs. Ça va été terrible. moyen face aux Cavs. Ouais. C'est très, très dur pour lui face au Heat. Ouais, franchement, en fait, ça nous attriste un petit peu. Moi, j'ai envie que les mecs se révèlent aussi en play-off. Là, il est clairement dans un trou. Il est dans un trou. Lui qui amène du peps, qui décante des choses. On parlait de l'absence de Julius Randle. Normalement, c'est lui qui porte la balle. C'est supposé être un Tyrese Maxey. Complètement. Moins fort pour l'instant, mais c'est dans le même profil. Voilà. Tout à fait d'accord. Après, la question, est-ce que c'est toujours le meilleur backup meneur de la NBA? Moi, je parle en saison régulière. Là, pour le coup, le débat, la question, elle est vite répondue. Blague à part, voilà, on sait que pour aller loin en play-off,
on a besoin de tout le monde. Taquin, la rookie, ça. Ouais, il m'a régalé. Il m'a Pour une régalé. fois. Taquin, pour Mal pas galé. dire On inverse les tapin. rôles. Oh non, c'est moche. Tu vois comment il est nul, tu l'as bien eu Il et peut tout. pas me laisser, tu vois, il peut pas passer à autre chose, Il il est est en en plus, train. il a un truc catin. Il était même pas un truc sympa. Non, catastrophe, c'est nul, Erwan. Bouh. Non, mais- Ouais, bouh. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir besoin de lui parce que voilà, en sortie de banc, il amène du scoring, il amène de la fraîcheur, du peps. Et là, c'est compliqué. On sait que parfois, ils sont un peu en manque de talent, les Knicks. Et lui, c'est ce qui a apporté en plus. Donc, compliqué sans un bon Emmanuel Quickley. Après, on sait qu'il a un gros mental, qu'il a peur de rien, qu'il va pas hésiter à prendre ses shoots. Peut-être qu'il lui faut un match référence pour se relancer. On avait cru face aux Cavs qu'il en a eu, un bon, mais c'est vrai, tu as raison, le déclic. Et puis, encore une fois, dans ce basket très direct, où quand même avoir un mec en plus capable de prendre le relais de Brunson, ce qu'il a parfaitement fait tout au long de la saison, on a envie, quand on est fan des Knicks en tout cas, de retrouver ce Emmanuel Est-ce que tu ne Quickley. relancerais pas avec Derrick Rose du coup? Oh, mais c'est une vraie question que je vous pose. Hein. Waouh. Oui, après, mais gros, oui, moi aussi, je me suis ouais, posé la gros, question. tu Gros, vas à t'arrêtes Miami. Derrick Rose. Gros, vas-y, fais-le jouer. Fais jouer Derrick Pour Rose. moi, Tom Thibodeau, c'est pas ce genre de coach là. Je sais. Tu peux le Pour moi, tenter je sur sais. une séquence de 5 minutes Mais à moi à aussi. perdre. Thibodeau, c'est Tu pas vois bien. s'il est bien dans le match, le mec. Thibodeau- Ouais, non, mais oui. Thibodeau, c'est Vu pas comment ce il a gars-là. coupé Fournier voilà, et pour le lui, coup, je sais même c'est pas s'il se parle encore avec. Je sais même pas s'il a son numéro encore dans son téléphone. Il a bloqué sur WhatsApp, gros. Il avait un groupe avec Evan et avec Evan et Derrick Rose. Thibodeau a quitté le groupe. Thibodeau a quitté le groupe. Mais juste, si on peut rajouter une petite chose sur les Knicks, RJ Barrett, qui avait démarré timidement ses playoffs, moi, il me surprend agréablement. J'ai toujours dit, je pense que ça ne sera jamais une superstar d'une équipe, jamais une option numéro 1. Mais dans son rôle, en bout de chaîne, dans les choix qu'il fait, il ne force pas. C'est un ailier grand. Ouais, parfois, parce que La fin du match 1, il est. Oui, ouais, mais bon. mais dans- 3. Mais ça c'est même Ils pas ont que besoin sa de lui, faute. ils ont besoin de lui. C'est le. oui, c'est le- je parle dans ses pourcentages en collectif des général, Knicks. dans Oui, ce qu'il oui. propose, il va chercher des pénétrations, il attend les retours de passe pour ses tirs ouverts à 3 points, il met dedans. Et c'est bien ce qu'il fait, c'est quelqu'un de stable pour la Beaucoup de résilience. Stable, Il avait commencé. stable. il avait Tous les commen- soirs, il est régulier et ça, c'est Ouais. important. Beaucoup de résilience aussi défensivement, il s'y colle, il va au rebond, Ouais, en il défense. met beaucoup d'énergie. Je trouve que pas mal de résilience chez RJ Barrett qui doit évidemment retrouver un petit peu de stabilité dans le tir. Mais oui, j'aime bien l'attitude et la montée en puissance de Barrett. Match 3, les gars, qu'est-ce qu'on imagine pour cette Si série? Butler est là, je dis Miami, moi. Retour à Miami, ils sont très bons à domicile. Donc, Là même, avec même. un gros Moi, je dis- Udo Aslem en sortie de banc. mais du pognon sur Wina alors. Hein. Moi, je vais dire les Knicks parce que les Knicks, les gars, cette année, ils sont les gagnés à Miami. Hein, et pas qu'une fois, il me semble. ouais, mais avec qui sur le terrain, c'est ça le problème. Bah, il y avait Randall qui avait mis un Tout buzzer à fait. beater incroyable. Ouais, Super c'est match vrai. d'ailleurs. Voilà, C'était- j'ai envie de me. Mais c'est plus le même Julius Randle, c'est ça le J'ai problème. envie de me remémorer, c'est bon souvenir. Voilà, on a fait le tour du côté de l'Est. On parle de l'Est, on parle des playoffs et on a forcément envie. On est toujours nostalgique quand on parle des playoffs de l'Est. Les Bulls ne sont pas en playoffs, mais les Bulls ont marqué un peu l'histoire. Heureusement, Polo, avec le compte Instagram Les Chicago Bulls, nous a fait une petite vidéo pour nous rappeler les beaux moments des Chicago Bulls en playoffs. C'est un petit top 3 made in Polo. Ça y est, la meilleure période de l'année est arrivée, les playoffs NBA. Bon, nos Bulls n'ont pas réussi à se qualifier. Je vous avoue, j'ai quand même un peu la haine, mais bon, c'est la vie. Pour se consoler, on va se faire un petit top 3 des meilleurs moments de Chicago en playoffs. Calmos les gars, on se réserve les finales pour le mois prochain. Numéro 3, Derrick Rose est de retour. On est en 2015, les Bulls affrontent LeBron James et les Cavs en demi-finale de conférence. Dans une série de muerte face à la meilleure équipe de l'Est, D-Rose va plier le Game 3. 3 secondes à jouer, le bon écran de Taj Gibson et le shoot destructeur sur la tête de Tristan Thompson. Il a quand même énormément de chance, mais bon, c'est comme ça. Derrick Rose termine le match à 30 points et donne un peu d'espoir aux Bulls dans cette série avec cette deuxième victoire. Après des années de galère, notre MVP nous rappelle surtout à son bon souvenir dans un United Center en fusion. Hélas, ces exploits ne suffiront pas face à LeBron dans cette série. Mais revoir D-Rose à ce niveau, c'est déjà fort quand même. Numéro 2, Joakim Noah électrise Chicago. L'action la plus mémorable d'une série légendaire. En 2009, Chicago se qualifie ric-rac en play-off et doit affronter les Boston Celtics, champions en titre. Après une nuit terrible, les deux équipes se retrouvent dans un Game 6 au couteau. Et comme si c'était pas assez de jouer un do or die à domicile, fallait que ce match se joue en 3 prolongations. 123 partout, c'est là que Joakim Noah intercepte une passe de Paul Pierce et va écraser un énorme dunk de l'autre côté. Et avec la faute qui exclut la star des Celtics. Hughes vient d'offrir la victoire et une chance de qualification. Une série fabuleuse. 7 matchs, 7 prolongations et 5 matchs décidés à 3 points au moins. Mais pour le jeune rookie Derrick Rose et Joakim Noah, la marche était un tout petit peu trop haute. Par contre, cette équipe a pris rendez-vous et ils font maintenant partie des cadors de la conférence Est. Et pour terminer,
Numéro 1, The Shot. Michael Jordan commence à écrire son histoire. On n'a pas l'habitude de voir Jordan en outsider, mais ce printemps 1989, il va jouer une équipe des Cavs monstrueuse au premier tour des playoffs. Meilleur bilan de la ligue et un sweep en saison régulière pour la bande à Larry Nance. MJ, qui n'a pas encore gagné de titre, ne va évidemment pas manquer cette occasion d'écrire l'histoire. Game 5, match décisif, les Bulls emmènent Cleveland jusqu'au bout de la nuit. Qui ça 99 à 100, Sa Majesté récupère le ballon, part sur la gauche et bat Craig Elo d'un tir hors du temps. Achevé par son bourreau, Elo s'écroule par terre, dépité. Il dira après que lorsqu'il a vu le ballon partir, il savait qu'il allait rentrer. C'est le premier grand buzzer beater de l'histoire d'MJ en playoff. Il vient tout simplement montrer à tout le monde qu'il est devenu le meilleur joueur de la ligue. C'est le plus grand moment de l'histoire des Bulls en playoff, mais c'est aussi l'un des plus grands moments de l'histoire de la NBA. Et restez bien connectés, car les grands moments de MJ, on les retrouve dans un mois pour les finales. Allez, on se retrouve dans un mois. Il y aura évidemment encore plein de choses à dire pour notre polo sur les finales des Bulls. N'hésitez pas à aller vous abonner à ce compte Instagram qui envoie plein de contenu exclusif sur le compte Les Chicago Bulls sur Instagram qu'on embrasse. Et c'est toujours intéressant de suivre nos amis. Il y a tous les jours plein de petites choses à suivre, que ce soit de l'actu ou évidemment du passé. On peut aller dans le débat, les gars? À fond. Warriors, Lakers, ouah, ça met les frissons, frère. Les Lakers, dans leur lancée du premier tour après avoir sorti Memphis, ont enchaîné en allant gagner sur le parquet du Chase Center, victoire 117-112. Et donc les Lakers d'entrée, Thomas, récupèrent l'avantage du terrain dans un match bien maîtrisé, un match avec, avec un grand Anthony Davis. Mais avant d'aller dans le détail tactique, le pourquoi du comment, t'as bandé. Fort. Ouais, non. Clairement, c'était un match très attendu, bien sûr, même si les Warriors enchaînent. Tu dors, hop, tu te réveilles, il y a une autre série qui commence. C'est terrible après un match 7 fantastique. Bref, c'était un gros match très attendu. Le storytelling est à son comble. Je pense que là, la NBA ne pouvait pas rêver mieux. LeBron contre Steph Curry, les Warriors contre les Lakers, les deux énormes fanbases. Là, on le ressent tous sur les réseaux. C'était la folie pour ce match 1. On a surtout vu un bon match de basket avec beaucoup de choses à raconter. J'ai vu d'un côté une équipe très à droite, 21-3 points marqués par les Warriors, qui fait pas un grand match, et une équipe très sérieuse, très costaud défensivement, qui va sur la ligne des lancers francs, c'est donc l'équipe des Lakers. J'ai envie de te dire que d'habitude, quand tu mets plus de 23 points dans un match, tu gagnes. Là, c'était pas le cas. Plus de 23 points. Quand tu mets plus de 23 points dans un match. Comme tu parles un peu vite, ça faisait plus de 23 points. Tu vois, mais comme les gens me connaissent, ont vu le match, ils savent que je disais 20 tirs à 3 points. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de manière globale, on va aller dans les détails de ce premier match? J'ai compris le message. T'as vu le match, Thomas? C'était un bon match, c'était horrible. Et pour moi, j'ai vu un non-match de la part des Warriors. Alors, est-ce qu'ils sont remis de leur match 7, de leur énorme série face aux Kings? On rappelle qu'ils ont joué 2 jours avant, là où les Lakers ont eu beaucoup plus de temps pour se préparer au match, est-ce qu'ils avaient anticipé que les Warriors passeraient, ça je sais pas. Mais je les ai sentis pas en jambes, pas dans leur match en tout cas encore. Pas assez de préparation peut-être, et j'espère que Steve Kerr va mettre quelques trucs en place pour... Pour toi, la préparation mentale, entre guillemets. Ouais, mentale et tactique. Ils étaient pas, quoi. Ils étaient pas. Physique, t'as raison, je les ai pas reconnus en fait. C'est une équipe qui court. Après, bravo aux Lakers, ils les ont emmenés sur leur terrain, c'est-à-dire le jeu sur demi-terrain. Et voilà, clairement, ils les ont dominés. Et c'est une victoire méritée pour les Lakers. Tu vois, tu dis que leur jeu sur demi-terrain, moi, c'était une énorme question que j'avais côté Lakers. C'était... Pour moi, Memphis, ils étaient tellement en travers avec les histoires de Dillon Brooks, avec les blessures à l'intérieur quand même de 2 cadres. Je voulais rien enlever évidemment aux Lakers qui ont fait le taf et qui, eux, c'est pas leur problème. Et ils se sont facilité ce premier tour-là. Mais je voulais voir qu'est-ce qu'ils avaient dans le beat sur demi-terrain. Et moi, ce match-là, pour moi, c'est le match le plus abouti, le plus accompli de leur playoff. Parce que justement, c'est une équipe qui aime courir. On sait que LeBron, ils aiment courir. Et que sur demi-terrain, des fois... Ils avaient du mal à trouver un peu de rythme. Ouais, mais ils courent pas mieux que les Warriors. Non, ça c'est sûr. Et là, je les ai trouvés que dans la maîtrise du pace, la maîtrise du rythme et le prendre soin du ballon, ils ont été parfaits. Ouais, mais associé à ça, pas d'adresse. Ils sont à 6-24 au tir mais quand tu joues juste au basket, c'est pas, tu vois ça, oui, mais là, et ils en abusent pas. Là, vous êtes dans la théorie d'un basket qui n'existe presque plus. Aujourd'hui, quand tu mets pas dedans, normalement, tu gagnes pas. Marquer de 6 tirs à 3 points contre les Warriors, pour moi, normalement, c'est rédhibitoire. Ils marquent 6 3 points, donc 4 dans le troisième quart, où ils font l'écart. T'as raison de dire que c'est une victoire méritée parce qu'ils ont dominé leur sujet. Voilà, c'est aussi l'information de ce premier match. C'est les Lakers sont venus avec un plan. Ils l'ont respecté et ça a marché. Grosse défense. Vanderbilt sur Steph Curry.
On s'est posé la question lundi. Est-ce que qui tu mets sur Steph Curry? On aimait bien l'idée Vanderbilt parce qu'il avait fait contre Ja Morant et que même si Ja Morant est un profil très différent, ça avait plutôt bien réussi. Là, sur Steph, il l'embête, il le course absolument partout, il est plus grand. Steph était lui aussi peut-être pas assez frais physiquement, mais il a été embêté. Ils ont voulu les amener sur demi-terrain avec qui? Du ballon à LeBron, beaucoup de ballons à LeBron, pas mal de ballons à Austin Reeves. Ils ont été très bons tous les deux. Pas forcément pour marquer pour eux, mais pour faire des passes, pour trouver des angles. Et c'est Anthony Davis qui en profitait. Donc moi j'ai été rassuré. Pas peut-être pour la première fois, parce que contre les Grizzlies, ils m'avaient rassuré, mais par leur plan de jeu et par leur plan tactique qu'ils arrivent à faire fonctionner. Et ça, c'est assez rare face aux Warriors. L'agressivité, on voit les Lakers, 25 lancers francs tentés, en face seulement 5. Non, ça c'est réussi. Ils font 25-29. Ils shootent 6 fois. Je crois que les... Je veux dire, ça c'est lancé franc rentré, inscrit. Ils font 25-29 les C'est quand même incroyable de shooter 6 fois sur un match NBA. Mais quand tu fais que tirer extérieur, ils ont tiré 53 fois, 3 points, frérot. On va mettre de l'ordre un peu dans ce débat parce que ça part dans tous les sens, mais c'est normal, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais qu'on vienne sur les choix défensifs, le choix des match-up qui ont été faits par les Lakers. Je trouve ça intéressant. Vanderbilt sur Steph Curry. Steph Curry qui a fait beaucoup de off-ball et qui a été chassé par un Vanderbilt qui peut le suivre, qui a les cannes pour le suivre et qui lui impose quelque part physiquement, c'est un athlète, un Vanderbilt, et on a vu que sur toutes les grandes coupes de Steph Curry, il anticipait, il le touchait et il le sortait des écrans. Et combien de fois on a vu Steph Curry sortir des écrans et être overplay par Vanderbilt? Ça, tactiquement, c'était archi intéressant. Et puis, le relais autour de Steph Curry, Vanderbilt certes, 80% du temps. Le passage de Schroeder est très bon. Le passage d'Austin Reeves est bon aussi dans le troisième quart-temps. Donc là-dessus, sur le cas Curry, les choix des hommes a été très bon. Le choix des hommes, et surtout, ils en avaient envie, quoi. Ils sont partis en mission, et on en parle souvent ici. Nous, on aime quand il y a des gars qui se disent « Ok, ce soir, ma mission, c'est pas de marquer 15-20 points, je vais stopper le mec en face. » On sera l'interception de Schroeder sur la montée de balle de Curry, c'est pas des choses qu'on voit très souvent. Après, certes, tu parles de la défense de Vanderbilt et... Vanderbilt, pardon. Vanderbilt, ouais, pardon. Joue avec un B. Ouais. Et après, tu l'as dit, les grands, très mobiles, et surtout, il a des grands bras. Ça veut dire qu'il est toujours, il conteste, il le gêne, et après, ça reste quand même, on peut parler de défense individuelle, mais ça reste, mine de rien, des défenses collectives. Le but, c'est de le ralentir au maximum dans toutes ses courses, de le bumper, de le fatiguer, et c'est ce qu'ils ont bien réussi à faire. Bon, il y a un autre choix que j'aime beaucoup, côté Lakers, et qui, mine de rien, on s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais qui fait énormément de bien à un mec, c'est LeBron James. Le foot LeBron James sur Draymond Green. Draymond Green qui est toujours, et sur ce match 1, Steph Brun nous le disait ce matin, et je suis complètement d'accord avec lui, Draymond Green, offensivement, il fait pas payer LeBron, il fait pas défendre LeBron. Et quand je vois le match de LeBron, qui est toujours dans une petite crise d'adresse à 3 points. Petite. Énorme crise à 3 points. En général, quand tu as une crise comme ça dans ton couple, tu te sépares. Hein. Par contre, je sais. C'est pour ça que je te le dis à toi. Et gros, mais le problème, c'est qu'il y a crise à 3 points, oui, mais derrière tout ce qui fait LeBron, la justesse. Et moi, je pense que quand mettre énormément de crédit à la justesse, au contrôle du pace, il y a l'attaque demi-terrain chirurgicale, LeBron. Mais moi, LeBron, il a été, chaque fois qu'il a eu la balle, il a été à part sur ses tirs à 3 points, il peut peut-être moins en prendre, il peut peut-être en prendre. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est juste comme il a fait mal à cette défense-là des Warriors. Alors d'abord, défensivement, parce que tu poses la question d'abord, c'est intéressant que tu dis ça, parce que sur la série contre les Grizzlies, il rate des trucs, les mecs passent dans son dos, il y a des claquettes, des rebonds offensifs, mais il a un impact sur le contre physiquement qui est ouf. Encore une fois, ne pas défendre sur un mec qui est agressif, donc Draymond Green, ça te permet d'être dans l'aide. Il fait encore 3 contres. Les Lakers font 10 contres. Anthony Davis en fait encore 4. Il laisse son joueur, il vient, bam, il met des contres. Gros, ça t'impacte et ça te donne beaucoup moins envie d'aller dans la raquette pour tenter des lay-ups. Et les Warriors ont besoin d'aller au lay-up. Steph Curry, quand il met 50, il marque plus de 20 points dans la raquette. Parce qu'il doit être agressif, etc. Et ça donne beaucoup d'autres choses. Et là où je te rejoins complètement, c'est LeBron, s'il défend pas, gros, derrière, lui, il transpire pas. Hein. Il est là, tranquille, il fait sa petite vie, tac les passes, les machins, toujours dans les bons espaces. On revoit un LeBron meneur, ce qui n'a pas été le cas, très peu le cas pendant ces playoffs, où il laisse complètement la balle aux autres. LeBron comme ça, va falloir le sortir, c'est toujours pareil. LeBron comme ça, va falloir le sortir. Il faut qu'on parle de notre mec, c'est Anthony Davis. Parce que finalement, le MVP du match, c'est lui. On aurait peut-être dû même commencer par lui. Mais la discussion nous a emmenés ailleurs, c'est comme ça un petit peu. Mais Anthony Davis, il est en mode Shaquille O'Neal. Et quand je vous dis ça, c'est que c'est le premier Lakers depuis Shaq à faire du 30 et 20 en play-off. 30 points, 23 rebonds, 4 blocs, 11 sur 19, 8 sur 8. J'en ai parlé dans l'édito. C'est lui le meilleur Lakers depuis le début des play-offs. Et puis, il est dans le registre dans lequel on l'attend depuis 3 ans.
Il est dans ce registre, Thomas, je on pense l'attend depuis que- 3 ans. Il est au charbon. Je pense que Darwinham est abonné à la First Team, puisque toi, ça fait des années qu'on en a souvent parlé, qu'on avait marre de le voir au loin, shooter à 3 points, faire des gris-gris, comme tu le dis dans ton édito, shooter à mi-distance. Là, il va dans la raquette, il impacte les gens. Et encore, là, on voit les stats, mais on ne voit pas l'impact défensif qu'il a. Sur la dissuasion, voilà, ils ont peur de lui, clairement. Il prend tellement de place, il est mobile, il a des grands bras. Et là, avec un Anthony Davis comme ça, qui est de loin le meilleur joueur des Lakers pour l'instant sur ce début de playoff, ils peuvent aller loin. La différence entre ce qu'on a vu des Warriors face à Sabonis et ce qu'on a vu sur ce match 1, c'est incroyable l'écart. Le delta, il est dingue. Quand il y a Sabonis et Noah face à Sabonis, qu'on adore, mais tu vas dans la raquette, il n'y a jamais un contre. Personne ne va jamais te contrer. Là, tu vas dans la raquette des Lakers, donc je te disais tout à l'heure LeBron. Anthony Davis, il est exceptionnel. Le compte qu'il met sur la tentative de petit scoop là, de Steph, ça, il ne se fait jamais contrer Steph sur les lay-ups. Là, il arrive, il le sent bien, tac, il long bras au moment le plus important du match. Et ça, c'est des actions qui marquent. Après, c'est difficile de dire si c'est une tendance. Est-ce qu'il va mettre 30 et 20 tous les matchs? Je pense pas. En revanche, il est clairement dans la forme de sa vie. Pour la première fois. J'aime la comparaison avec Sabonis parce que Sabonis, quelque part, il était obligé, comme il n'a pas l'envergure d'Anthony Davis, il était obligé de monter plus haut. Et du coup, Curry, il le drivait parce qu'il montait haut sur le drop. Anthony Davis, il a tellement d'envergure que lui, il n'a pas besoin de monter si haut. Et c'est pour ça que ce contrôle-là du drop, il est tellement... après, c'est une histoire physique. Hein, c'est juste un meilleur défenseur aussi. Il n'est pas que physique. Hein. Mais il y a un meilleur défenseur. Il y a quand même aussi une énorme allonge. Bon, voilà, donc Anthony Davis, il est là où on l'attend. Et puis... il en met des tirs externes, on sait qu'il est capable de le mettre. Oui, on n'a jamais dit qu'on voulait pas que ça soit sa priorité. Voilà, c'est ça. Il a un petit, et à un moment donné, quand les Warriors reviennent, il est un petit peu au large et Stan Van Gundy, il dit. Non, il faut qu'Anthony Davis revienne dans la raquette. Et c'est ce que certainement Darvin Ham lui a dit, parce qu'il doit aussi écouter, je pense, ESPN pour le coup. Et là, il s'est remis à l'intérieur. Mais par contre, en première mi-temps, on le voit aussi à mi-distance, parce qu'il a quand même un tir très fiable. Il est en rythme, le choix, la sélection de tir, elle est bonne, et il met dedans. Ils ont besoin, ils ont besoin. Mais tu te rassures d'abord. Oui, tu te rassures près du panier. Tu mets 2-3 paniers, c'est bon, je suis dans mon match, j'ai un peu senti la balle. Maintenant, forcément, ils vont reculer parce qu'ils savent qu'il peut aller finir de près. Tu as des shoots plus tranquilles à mi-distance. Il va sur la ligne, il est parfait, 8 sur 8. Voilà, on le sait pas. Il fait un match, pendant il est des années, on a parlé de lui, grandiose. on attendait qu'il soit MVP de la Ligue, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Bon, il a eu des blessures à répétition, il a souvent déçu aussi. Et là, aujourd'hui, il est là où il devrait être, c'est-à-dire top joueur d'une équipe qui potentiellement. On a l'impression que les Lakers, les Lakers ont fait le match parfait. Ils s'imposent simplement, j'allais dire 117-112 face à des Warriors qu'on a trouvé parfois un peu brouillon. On va revenir évidemment sur le dernier tir en palette. On va aller d'abord sur le dernier tir avant de se projeter sur les adaptations et les changements qu'il faut peut-être amener côté Warriors sur le match. Alors, peut-être qu'avant d'aller sur la palette, moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que c'est rare, mais lorsque les Warriors font un run, donc 14-0, avec de l'adresse, du rythme et des stops, normalement, ils gagnent le match quand c'est à domicile. Et là, les Lakers, donc toujours dans ce truc de c'est le match parfait et tout, ils réussissent. Quand ils reviennent à égalité et tu dis oh là là. Je vois que t'es content, toi. Il t'a rassuré ce match. Je te vois, tu nous sors plein de stats qui vont en ta faveur là. C'est la vérité d'un match. Non, mais je sais. Dommage d'ailleurs que ce soit pas l'Eurocup, parce que là, il serait champion. Mais je vois que ça t'a mis en confiance. Non, mais c'est la vérité. Mais gros, D'Angelo Russell qui met le lay-up là, j'y croyais pas. Derrière, tu fais encore un stop. LeBron va sur la ligne. Mec, ils ont bien géré la fin de match. C'est ce qui est génial en playoff à analyser, c'est que chaque match a une vérité, il y a une analyse différente. Donc, encore heureux. Mais après, c'est quoi l'expression qu'on dit tout le temps là Bref, oh là là, je vais le retrouver. Vas-y, il n'empêche que ce match-là, donc c'est joué dans les dernières minutes. Il y a eu un vrai money time et la bascule. En tout cas, le choix qui a fait parler beaucoup, c'est le choix de Jordan Poole de prendre ce tir assez incroyable à 12, 13, 14 secondes de la fin. On a fait une palette, Thomas. On a beaucoup débattu de ce tir. J'ai pas eu ton avis là-dessus. On en a parlé hier avec Rémi dans Clutch sur la Wina TV. J'ai pas entendu vos réponses, mais je suis curieux. Moi, on va en parler. Vas-y, on regarde d'abord. Moi, j'ai un avis très tranché, mais d'abord, on va l'analyser en palette. Voilà, c'est parti. Allez, palette. Vous l'avez tous vu, mais on va se la regarder quand même. C'était l'action de cette culture de l'instant. La culture de l'instant, tout à fait, Erwan. Donc, d'abord, on la regarde une fois à vitesse réelle et se tire donc à, une dizaine de mètres de Jordan Poole. On va se reposer, tu peux le mettre en plein pot, comme ça, on va pouvoir voir aussi, s'il te plaît, mon polo, le chrono. Steph Curry, donc, c'est un stop des Warriors, pas de temps mort, c'est important. On focus sur Steph Curry et sur Jordan Poole. Il reste 17,8 secondes, ils sont à -3, les Warriors, et ça sera important. Steph Curry qui a la balle, LeBron James qui défend sur Klay Thompson,
Ok, on regarde les duels un par un. Donc, LeBron, Austin Reeves, Vanderbilt, Anthony Davis et donc Dennis Schroeder sont en défense. C'est un bon repli des Lakers. Première information, il reste 16 secondes. On regarde côté Warriors maintenant, donc Clay. On s'est pas projeté, quoi. Tout à fait, on ne s'est pas projeté, bien défendu. Là, le premier play intéressant, c'est la défense des Lakers qui viennent intelligemment prendre à 14 secondes de la fin Steph Curry. C'est impossible de voir Steph Curry en 1 contre 1, c'est une bonne défense. Il le repousse jusque sur la ligne médiane. Steph Curry, lui aussi, fait le bon play, il croque pas, il va jouer avec Draymond Green, qui est l'homme tout seul en tête de raquette. La petite passe de Steph Curry pour Draymond Green. Draymond Green, en joueur intelligent, va renverser tout de suite pour Jordan Poole. Et là, on s'arrête. Il reste 11 secondes. 11 secondes, il y a un joueur qui est plutôt dans la raquette, t'as tout seul, c'est Kevin Looney, et t'as surtout Jordan Poole qui est honnêtement très loin du panier. 11 secondes, encore une fois, tous les autres sont bien coupés, Dennis Schroeder à l'opposé, Austin Reeves sur Steph Curry, les Lakers sont parfaitement en place, pour l'instant on est tous d'accord les gars. Le tir de Jordan Poole va partir, on voit qu'il a, je sais pas, on pourrait dire quoi, 3-4 mètres autour de lui pour prendre une décision. Sa décision, ce sera donc de tirer, on fait un dernier arrêt sur le chrono, puisqu'il reste 10 secondes, il reste aussi des temps morts, c'est un tir pris dans la précipitation et surtout c'est un tir raté. Action honnêtement décolle parce qu'il y a 1000 solutions et 1000 possibilités. Erwan, d'après toi, je le sais, c'est pas un bon tir. Crédit déjà à la défense des Lakers. J'adore, et c'est ce qu'on s'est dit 1000 fois, l'idée qu'on fait lâcher la balle au meilleur joueur par une prise à 2. Ils n'ont rien inventé. Une prise à 2, tu fais lâcher la balle au meilleur joueur. Bravo. Pour moi, c'est un tir de merde. En tout point. C'est un tir de merde parce que le chrono il reste beaucoup de temps pour avoir un meilleur tir. Et surtout, qui a envie de voir Jordan Poole prendre ce tir? Il est plutôt dans un bon match, même si pour moi, la plupart des choix de tir qu'il a fait, c'est des choix avec à haut risque, beaucoup trop haut risque. Mais on va pas revenir sur le profil de ce joueur-là. Pour moi, le tir, en soi, il est pas bon. Et donc, par rapport au contexte, et le tir, si on revient sur le tir en soi-même, si tu veux le prends le temps de le préparer. Pour moi, il est dans un catch and shoot que je ne comprends pas. Il a le temps, si tu veux le prendre à 10 mètres, il est capable. Même si pour moi... Il est capable. Point. Pour moi, il reste 8 secondes, tout sauf Steph. Enfin, tout pour Steph. Va rechercher Steph. Il y a Draymond Green, va mettre un écran. On sait que dans le jeu sans ballon, bref, pour moi, il y a le temps d'aller trouver autre chose. On veut tout, mais on veut surtout Steph. Il attrape, et pour moi, le attraper, shooter comme si c'était une sortie d'écran à une distance normale et qu'il restait 1,5 secondes, je ne le comprends pas. Il se précipite. Si tu veux faire ce tir-là, mets tes appuis, tu as le temps autour de toi, même si Vanderbilt revient avec son allonge, tu l'as dit. Pour moi, le choix de prendre ce tir, il n'est pas bon. Et là, même techniquement, le tir, il n'est pas bon. Ok, tu dis quoi toi Thomas? Après, moi, ça me fait penser au tir. Enfin, c'est pas le même contexte, mais Damian Lillard à l'époque. Pas vraiment, moi je trouve. Damien Mais bon, Lillard, on va pas refaire un débat dessus. Moi, j'étais la team mauvais tir. Non, mais je rebondis là-dessus. Lillard, il dribble, il se l'emmène. C'est un tir à lui, il se l'emmène. À lui, 4 mètres derrière la ligne, en step back à droite. Lillard, je ne vais pas dire que c'était un tir à l'Erwan Abotret. Je dis que c'était un tir à la Lillard. Moi je suis d'accord. Mais il dribble. Je l'ai rarement vu faire, mais bon. Certes, il se met dans son rythme. Après, c'est un tir compliqué. Oui, c'est une fin de possession. Voilà, il doit shooter. Mais bref, je te dis pas qu'il sort du lit avec une mimole et qu'il les met tous les matins. Je te dis que c'est un tir à lui. Il se l'emmène. Step. Non, mais en fait, là où je voulais en venir, bon, déjà, forcément, quand tu mets une grosse filoche, ça devient un bon tir. Là, il aurait mis une énorme filoche. Tout le monde aurait dit, oh, quel joueur incroyable, Poole, les couilles qu'il a, nanana. Après, moi, je suis d'accord avec toi, c'est un très mauvais tir. Bon, la balle est lâchée, c'est très bien. Curry doit la lâcher. Il reste surtout 10 secondes au chrono. T'as le temps, t'as même le temps, pourquoi pas, d'aller mettre un 2 points rapide et après de faire faute et voir peut-être qu'ils peuvent en lâcher un sur la ligne. Enfin, là, il est précipité. Wiggins est tout seul dessous. Hein. Pour moi, il joue au héros sur ce shoot, clairement. Dans sa tête, il se dit, je mets une grosse filoche, ils sont à -3. -3. On égalise et je suis le héros, quoi. Après, on va en prolongation. Et là, il se précipite, tu l'as dit, il est presque pas prêt, j'ai l'impression, à shooter. Il la reçoit. En plus, il peut prendre un mètre d'avance pour se rapprocher un peu de la ligne et voir comment ça répond, parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un sur lui. Il peut driver, aller chercher un 2 points facile ou trouver Wiggins. Pour moi, c'est un très mauvais tir. Après, bien sûr, s'il le met, tout le monde dit pour moi, c'est pas du tout un très mauvais tir. Très mauvais, c'est un mauvais tir. Alors, pour moi, c'est pas un mauvais tir, c'est un tir ouvert. Oui, pour moi, un tir ouvert. À 3 mètres derrière, c'est souvent ouvert. C'est un tir. C'est ce que disait Antoine Rigaudot à Cholet. Ouais. Les mecs montent pas sur toi. Moi, quand je passe le milieu de terrain, je suis ouvert. Bon, mais je suis ouvert, je vais tirer. Mais sauf qu'on est en NBA, Trae Young, il peut le faire. Steph, il peut le faire. Lillard, il peut le faire. C'était Trae Young? Non. Jordan Poole peut le faire.
peut le faire. oui, Pour oui, moi, il c'est peut. un tir ouvert. Point. Je dis pas pour l'instant que c'est un bon ou mauvais tir. C'est un Toi, t'es tir content surtout ouvert. du tir. Non, ou grave, de ouf. Non, mais quand il tire d'ailleurs, je peux te dire que je sais qu'il va pas marquer, je suis trop content. Ah, Non, ben. mais c'est un tir ouvert. Bah alors tu vas te Attends, contredire. non, mais attends, Pardon, je vais pas te dire laisse ce que- finir, attends, je vais te pas laisse dire ce que je veux dire encore. Pardon. Oh, les gars, calmez-vous. Je Les mecs du Sud-Ouest, vous cinglés. Silence dans la salle. C'est un tir ouvert, point. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Largement. Est-ce qu'il doit prendre le temps de tirer comme dit Erwan pour prendre le même tir? Évidemment. Il doit se remettre. Là, il prend un tir, t'as raison, comme s'il restait une seconde. Incompréhensible. Donc, mauvais choix. Il n'a pas compris son environnement et tout. Moi, j'aurais préféré, si j'avais été fan des Warriors, qui l'aille vers les défenseurs, qui crée une autre action. Parce que tu parles de Steph, il y a Clay qui est dans le corner. Oh, t'y vas. Il y aura un mec qui va donner une mauvaise aide, il y aura un tir ouvert. Ça, c'est une évidence. Donc, tir ouvert, oui. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Évidemment. Évidemment. Et le gros souci, comme tu viens de le dire, c'est que le résultat conditionne tellement ce qu'on est en train de dire Ah oui. que, bon, s'il l'avait mis, Ça on fait partie serait du pas en jeu. train de discuter. Moi, Ça je fais fait partie du jeu. partie du jeu. Et c'est pour ça que je dis que c'est un tir ouvert et que les Warriors, tous, Steve Kerr, Steph Curry, et Ah, ils Draymond sont Green, obligés, Tom. Là, tout le monde dit ça. Ils sont Ils obligés. l'ont dit. Il y a- Qui va dire, Il n'y a que les Sixers, qui détruisent leurs joueurs. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, C'est vrai, ça, moi, ça. et puis, je vais même aller plus loin. Tu vois les gars dire ah c'est un tir affreux, on lui en veut. Regarde les non, body bon. language. Regarde les body language. Ils sont pas en train de. Il y a pas un mec qui a fait. Ils savent qu'ils sont filmés, ils ont l'expérience. Bah arrête, le chat. je vais- Quand t'as la haine, t'as la haine. Hein. Je vais aller un peu plus loin parce que je peux débattre, je peux entendre l'avis de il est seul, c'est ouvert, il peut le mettre. Moi, je reviens sur le fait qu'il arme beaucoup trop vite, il a le temps, il a vraiment le temps. Après, Ça, c'est ma son théorie. shoot aussi. Et surtout, Ah, ce il qui est me. beaucoup vite. Ouais, mais même. Pas forcément. C'est un gars qui dégaine vite. Ouais, mais quand même. Dégainer vite à 10 mètres, c'est quand Ouais. même un peu Prends le différent. temps, prends le temps. Et surtout, moi, ce qui me gêne avec Poul, mais après, c'est personnel. Et là, je Oh là là, et non je suis putain peu, c'est Il y qu'il retourne. il veut être calife à la place du calife. Il veut être calife à la place du calife. Moi, on m'enlèvera pas de l'idée, et peut-être que je me trompe. Pour moi, il se voit déjà célébrer. Tout le match, il met des paniers. À un moment donné, il met un panier sur D'Angelo Russell, il le parle. Gros, il est dans le non-contrôle d'une émotion qui ne correspond pas à ce que les Warriors ont fait pendant 10 ans. Vous êtes fous, les J'ai gars. Ils sont regardé le champions en match titre et tout. Vous êtes. J'ai regardé le match net avec toi, effectivement, tu le portes pas dans ton cœur. Il le déteste, gros. Il le déteste. Mais moi, après, te je dis. peux le comprendre, même moi, il me frustre en fait. Il est frustrant, il a 23 C'est- ans, il fait des erreurs, waouh. Ils sont champions en titre, si lui il se réveille pas dans la série, ils sont jamais champions. Moi je crois, C'est je ce crois que j'allais dire. Calmos avec ça quand même. Non, pas calmement, Ah ils non, sont champions. en ils titre. en ont besoin, Ah, ils en ont frérot, besoin. Ils sont champions. C'est un Il est mec champion, le mec. son seul apport, entre guillemets, c'est les points. C'est pas, il n'est c'est pas là dommage. pour sa défense, il est vraiment là pour marquer des points. Donc là, ses stats en playoff, pour le moment, elles sont catastrophiques. à Il a fait. des moins bonnes stats qu'un Austin Reeves, je crois qu'il tourne à 12 points. Normal, Avec- c'est ah, normal. Poole. Reeves, il est 10 fois Non, plus fort. Poole, je parle. Steve Reeves, il est 10 fois plus fort. Ouais, mais Poole, je crois qu'il tourne à 12-13 points, à 32% à 3 points, 34% en général au shoot. C'est catastrophique. Ils ont besoin d'un grand Jordan Poole, en tout cas, surtout sur des matchs comme ça. Il faut qu'il apporte. Sinon, autant mettre Moody ou autant mettre Kuminga. Mais là, je te rejoins S'il complètement. n'apporte mais pas oui. de points, il est inutile à cette équipe. Là, Pour moi, je vous l'instant, il rejoins, passe je au rejoins travers. Erwan, il fait des playoffs minables. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas très adroit, mais en plus, il coûte cher. Il tente des trucs en première intention, il va s'empaler contre les Kings. Franchement, il a deux doigts Attends, de. mais tu surtout vois qu'il y a déjà 2 joueurs à risque dans l'équipe. On a déjà Curry qui prend des risques, bon, c'est normal. Après, ils l'ont voulu. Éclair, hein. Il y a, Éclair. il y a Éclair. Thompson qui a tendance à s'emballer un peu, mais on sait qu'il en est capable. Et après, tu rajoutes Poole, ça fait beaucoup pour une Ça, c'est seule vrai. équipe. 3 joueurs à risque. Après, ils l'ont voulu. Hein. Moi, là-dessus, on va lui rendre hommage. Mais ça a marché l'année dernière, hein, Bah attention. ouais, On il dit a juste appris. que là, il va falloir qu'il step up à un moment et qu'il Il se est remette, à 13 points sur ses playoffs. Donc, il a 13 points sur ses playoffs et il tournait à 20 points en saison régulière. Quand même Ah ouais. un gap de Non, moins mais il est beaucoup moins mais- bon, ça, y a pas de non, doute, mais, les gars. Mais moi, Attends, honnêtement, hey, après, souvent. moi, au-delà du style qu'on n'aime pas, moi, je trouve que. Mais je trouve que il a ce besoin de prouver d'abord à lui-même et aux gens. Et il n'est pas dans le projet. J'ai trouvé que ce tir, pour moi, il n'est pas dans le projet collectif. Maintenant, c'est un mec qu'on va jamais enterrer parce qu'on sait que. Moi, il a quand même cette capacité, même quand il est dans le dur, à mettre des énormes TJ. Pour le tir avec Il la fait- faute, là, il n'y a pas le- faute, le- mais le- wow, ça veut rien dire, ça, gros. mais même les tirs qu'il met avant, abusé. quand il a le coup de chaud, de ça et tout. Ouais, t'as raison. Moi, je te dis, c'est un mec qui a des vraies qualités. Moi, après, je trouve que dans ça, ce que j'aime bien, c'est un peu les débats qu'on a parfois aussi avec Marine Johannes, les joueurs qu'on adore, élégants et tout, dans la prise de risque, parce qu'il en faut des joueurs comme ça. Si on n'a que des joueurs de tableau noir, passe, écran. Si Tu on a mets que- Thomas Hurtel aussi dans le Voilà. lot, par exemple. Donc, si on n'a que ça, au bout d'un moment, on se fait chier et les matchs, eh ben, il se passe rien. Donc, dans ces joueurs-là, c'est que dans la prise de risque, à quel moment il faut que ça reste positif quand même. T'en On as accepte. t'en as combien par équipe On des joueurs accepte, Un ou deux, je te dis, un ou on deux, t'as accepte. Là, il y en a 3. Et ces joueurs-là, il faut T'as raison. accepter leur part d'erreur. C'est notamment Curry, il est maintenant dans un autre level. Mais au début de Steph Curry, il y avait ça. On accepte une part d'erreur pour te laisser aussi faire des choses.
Et je trouve que Poole, dans cet équilibre-là, il est trop négatif. Bah, Pour l'instant, il a 23 ans. Parce qu'il a 23 ans et parce que c'est la troisième option. Moi, vous connaissez ma théorie. Un jour, on va lui donner les clés d'une équipe. Ce sera sûrement pas aux Warriors. Et vous verrez que la prise de risque sera payante parce que tu es tellement dans un autre rôle quand c'est toi qui as tous les Oui, ballons. là, il se presse un peu plus. Il Bah sait que oui, c'est pas le. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on fait au match 2 pour les Warriors? Bah, on vient faire un match normal de play-off et ils vont gagner. Hein, voilà. Pas plus que ça? Ah bah oui, attends, mais là ils ont fait, on l'a dit tout à l'heure, gros, ils font un match de mecs cramés. Ils sont fatigués, ils y arrivent pas. Et encore, ils trouvent de l'adresse. Je sais pas comment ils font parce qu'ils ont une fin de match on parle qui du sont très cas mauvais. Wiggins un peu ou. Tu peux, qu'est-ce que tu vas On est dire là pour ça. Qu'est-ce que tu vas dire Non, non, il faut. Il Moi, met j'avais dedans, moi, j'avais des doutes avant ces playoffs sur les Warriors parce que je me demandais dans quel état il allait revenir. Il est plutôt bien revenu, même si il n'a pas encore l'impact qu'il a eu l'année dernière en playoff dans sa domination physique. Je le sens un petit peu en deçà. Je me rappelle l'année dernière, il allait prendre des rebonds incroyables, des pénétrations. En finale, hein. Il allait sur le corps des gens. Très et bon, tout. là, franchement. Il est bon, Il est mais, très bon, même, ouais, hein. mais là, il va falloir qu'il soit plus impactant dans la raquette. Et pour le défi physique, on a vu le petit aveu de faiblesse des Warriors de Kerr qui fait rentrer Jamal Green parce qu'il se dit putain, il me faut un petit peu plus de taille, un petit peu plus de physique. Donc là, ils vont vraiment réfléchir à comment on fait quoi, pour matcher le Après, ce qui est physique dingue, des... tu vois, dans le premier match, là, c'est que. Donc, il y a deux mecs qui prennent 23 rebonds. Hein. On Ouais. l'a regardé, ça arrivait avec, dans les années 60, surtout. En fait, ils sont deux à jouer le rebond, quoi. Tu vois, il y a deux mecs qui jouent tous les rebonds et tous les autres, ils sont au large. C'est un match Non, mais de c'est MMA, trop- mais Ouais, non. avec du rebond. Non mais c'est vrai, c'est étonnant, non? Il y a deux mecs à 23, Wiggins, je suis d'accord avec toi, j'ai envie de le voir plus au rebond. Mais en fait, ils sont tous en overplay à surtout, gérer des mecs, mais certes, des deux côtés. Certes, et surtout, je trouve que Wiggins doit beaucoup plus aller au rebond pour matcher. Offensif, tu veux dire, peut-être? Ouais, offensif. Oui. Pour matcher le rayonnement d'Anthony Davis, même si Kevin Looney en prend beaucoup. Et surtout, c'est souvent Austin Reeves qui est en défense sur Wiggins. Et Austin Reeves, pour contrôler Wiggins au rebond, c'est une tannée. Donc il faut que Wiggins, pour moi, appuie beaucoup plus. C'est lui Et des Donc adaptations. tactiquement, tu ferais ça. Moi, je ferais ça, De jouer le rebond mais- offensif encore plus. Encore Ouais, plus, ouais, ok. parce que pour moi, Reeves, il a des qualités, mais c'est pas un athlète, et il faut le punir, surtout quand tu es Wiggins en face. Surtout pour moi, la grosse adaptation, c'est l'utilisation de Steph Curry. Je pense que les Lakers sont parfaitement préparés à la vidéo. Les grandes coupes de Steph Curry, il le contacte, il le sort des écrans. Moi, je veux voir Steph Curry, et d'ailleurs, tous les 3 points qu'il met à la fin et dans le match, c'est après dribble sur pick and roll ou sur main à main. Et c'est tellement plus fatigant à défendre pick and roll et main à main, et ça décante plus de choses collectivement. Je veux voir Steph Curry beaucoup plus avec la balle que off-ball. Je te suis complètement. Je crois que les Warriors ont tout intérêt à jouer les fameux 4 contre 3 dont on parle depuis des années. C'est-à-dire que la défense est tellement en place côté Lakers. Franchement, ils sont bluffants. Ils ont beaucoup d'atouts différents. Il faut que ce soit les décisions de Draymond Green. Donc on parle toujours de la même chose. Hein. Le pic sur Steph, la prise à 2 qui vient. S'il n'y a pas de prise à 2, Steph va se régaler. S'il y a prise à 2, balle à Draymond Green. Il y a 3 défenseurs, on est 4 en attaque et on doit les punir comme ça. On l'a pas assez vu. Il faut qu'ils abusent. Il faut que ce soit un plan tactique dès le début. Après, tu gagnes, tu perds, mais en tout cas, je pense qu'ils ont gagné comme ça dans leur vie en fait. Ils sont en place, les Lakers défensivement, maintenant sur le match, il faut leur poser beaucoup plus de problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on verra, ou pas d'ailleurs. Et dans le match. il faut attaquer Anthony Davis. Il joue les 24 minutes de la deuxième mi-temps. Je savais même pas qu'il était capable de faire ça. En gros, il faut qu'il Après, le la- Il faut aller fatiguer. sur la ligne, silence et franc. Ah, ouais. Dans des matchs de haut niveau, shooter silence et franc, c'est impossible de gagner. Après, ce qui est relou depuis le début des playoffs avec ces Lakers, c'est qu'il y a toujours des role players. Attention, je dis role players, c'est pas des joueurs de seconde zone, hein, parce que je mets Anthony Davis et LeBron James forcément en star. Et derrière, il y a l'attache Schroeder qui sort un match de 15, ouf. Vanderbilt qui met des tirs de ouf. Russell qui fait un énorme match. Franchement, j'ai vraiment aimé son match. Dans l'agressivité, là, 1 contre 1, ils en ont besoin. Parfois, les Lakers. Reeves. Putain, mais il joue est trop il est chaud, tellement gros. juste, gros. Si. C'est devenu un Mais joueur qui- référencé. T'as envie de l'avoir dans Hier, ton j'ai équipe, posé une Reeves, question à gros. Il Rémi est et à Thomas. Thomas, je te la pose. Qui a été mauvais chez les Lakers? Franchement, personne. Même Hashimura, il rentre 11 minutes. Thomas, bam bam, 1 ou 2 paniers. Troy Brown Jr. Troy Brown Jr. Troy Brown, il envoie une filoche. Ils font un match quasi Ils font un parfait. match costaud, solide, pas exceptionnel de Pas talent. comme le match 6 où il y a de l'adresse voilà. solide dans la tête. C'était Voilà. très solide, très carré. Voilà. C'est dans la domination, c'était propre, il n'y a rien à dire. Et vraiment, j'ai les bien aimé Lakers. aussi le petit coaching de Darvin Ham quand il y a le run là, des Warriors. Ils mettent plus un panier, c'est terrible. Et dans ce moment-là, tu dis il faut faire des stops et tout. Et en fait, il remet D'Angelo Russell en disant il faut qu'on trouve la solution. À un moment donné, il faut qu'on marque un panier. Alors, ça marche pas tout de suite, mais c'est D'Angelo Russell
qui marque le panier pour repasser à +2. Sur un post-up, j'ai rarement vu ça. Bah, voilà, oups, peut-être, mais pas en NBA, quoi. Un truc un peu déséquilibré. Les pick and roll bravo. Davis-Russell, c'est relou parce que lui, on sait que c'est un talentueux, que quand il est un peu en confiance, il a un super shoot à mi-distance, il envoie des filoches à 3 points, il est capable de le trouver rapidement sur des alley-oop ou trouver une passe à l'opposé sur Reeves. Donc ça va être un casse-tête pour Kerr. L'avantage, les gars, c'est que la série ne fait que commencer. On va se régaler. On vous a demandé, comme chaque semaine, vos avis sur cette série. Qui allait sortir de ce bourbier entre Warriors et Lakers? Et vous nous avez donné votre avis. Maxime, qu'est-ce qu'il nous raconte? Les Lakers qui vont sortir. S'ils maintiennent le niveau d'intensité physique, la domination dans la peinture et cette défense sur Curry, ils peuvent le faire. Les Warriors ont plutôt bien shooté sur le game 1 en plus. Donc, il y a de la marge. Ambitieux, notre ami Maxime. Mais pourquoi pas? Warriors en 6 ou 7. Ils se sont fait surprendre lors du premier match. Ils étaient en pleine digestion du Game 7 à Sacramento, car à l'expérience, il va faire les ajustements nécessaires. Puis Curry a l'air d'être en mission. Les Lakers vont s'essouffler. Eddie n'est pas fiable à tous les matchs. Et LeBron semble fatigué avec son pied blessé. Des sacrées infos, notre ami. Neuneu. La fête à Neuneu. Si Eddie reste en bonne santé, je le vois continuer et rouler dans la raquette des Warriors, sur la raquette des Warriors, sans la possibilité de se rassurer près du cercle. Les Warriors survivront ou mourront par leur adresse, sauf ajustement spectaculaire de Steve Kerr. Il sait le faire, hein, les ajustements Steve Kerr. En tout cas, le match 2, c'est ce soir à 3h. Donc désolé pour tous ceux qui regardent demain, qui n'auront pas les petits décryptages du match 2. On rappelle quand même les petites stats, c'est que Steph Curry et les Warriors ont toujours gagné un match à l'extérieur et ont toujours gagné au moins 2 matchs dans une série. Donc ça nous promet une série longue. C'est marrant ces lectures qu'on se fait parfois après match. On se dit ils ont mis 21 3 points, Lakers 4, mais les Lakers ont quand même gagné. Après tu vois les lancers, ils en ont tiré 6 et tu vois, on fait tous des calculs, mais heureusement que ça marche pas toujours comme ça. Mais sinon c'est ça pas serait des matchs. triste. Et plus que jamais, jamais les playoffs. Ouais, mais il a sont mis des cultures 31 de l'instant. voilà. Chaque match est une culture de l'instant et c'est comme ça. Moi les mecs, quand on fait des analyses d'un match, parce que c'est la vérité d'un match, qui disent ouais mais attends, t'oublies sa saison régulière, je m'en bats les couilles. En fait, les playoffs, c'est la culture de l'instant et qui doit t'amener. Il y a la réaction, comment ils vont s'adapter. T'as oublié, il y a 3 ans, il avait mis. Tu changes de ville, études, trucs. Et puis ça reste les Warriors à la Voilà. fin. Gros, comme tu t'avais sorti, la stat, ils n'ont jamais perdu de série sous l'ère. C'est 28 séries que ça dure, ça. À l'Ouest. Voilà, les playoffs, vrai, ça sera le mot de la fin de ce débat. Les playoffs sont de la culture de l'instant et chaque match a une vérité et c'est pour ça que c'est passionnant et qu'on fait des émissions chaque semaine parce qu'il y a toujours des trucs et des adaptations. Si on avait la vérité, on serait millionnaire. On irait sur Winamax, on enverrait le Ou tu PEL. chanterais dans un groupe ivoirien. C'est système pour pas les nommer. Les gars, il nous reste une série à voir et pas des moindres. C'est les Nuggets face à personne. Non, face aux Suns, mais c'est pas loin de personne. Les Suns sont en train de prendre une leçon de basket, 125-105 au match 1, 97-87 lors du match 2. En plus, les Suns ont perdu Chris Paul. Pour l'instant, Thomas, sur les 2 premiers matchs, on voit une équipe, et on voit une autre qui... on n'a pas de plan, on n'a pas de projet, à part donner la balle à des stars. Et en plus, tu en as perdu une. Ouais, ils sont totalement dominés, les Suns. On est déçus. Le premier tour avait quelques promesses. Mais entre le contenu des matchs, entre l'intensité mise par les Nuggets et avec la cerise sur le gâteau, la blessure de Chris Paul, on va pas le voir pendant au moins 3 matchs, tu as quand même envie de te dire que les Suns sont dans une belle panade. On savait que les Nuggets étaient forts. Moi, j'avais aucun doute là-dessus. J'en ai un peu parlé entre nous. Sur le premier tour, j'ai vu des choses sur lesquelles je pouvais me projeter. Je me suis projeté plus que ça parce que je les trouve d'une concentration sur ces 2 premiers matchs collectivement. Ça, c'est des équipes qui vont très très loin en play-off. Voilà, chacun est sérieux, on en a parlé pour les Lakers là, chacun fait son match, voire surperforme. Je pense à Aaron Gordon, son premier match par exemple. Il y a toujours un mec qui te permet d'élever le niveau de jeu collectif. Donc franchement, on peut d'abord tirer un coup de chapeau à cette équipe de Nuggets avant de détruire celle des Suns. Moi, je vais commencer par les Suns. Je les voyais super C'est ton beaux. rôle un peu. T'es en train de gentiment, mais ça nous plaît, de devenir le sniper de la first team. Et ça, on aime. Non, mais les Suns, je les voyais super beaux, moi, avant les playoffs. Ça déroulait en saison. T'es comme moi, nous, on est des michetots, nous. Ouais, c'est ça. Nous, on aime le talent. Nous, le talent, on fait pas la queue en boîte. On va dans des VIP, on paye nos bouteilles 500 balles et on est content. Alors qu'en fait, un bon vieux café Oz avec des binges, avec des copains, ça suffit. Pas sympa pour les Nuggets. T'as vu comment ils jouent? J'ai l'impression qu'on est sur un resto 3 étoiles plutôt. Non, je les voyais super beaux, du talent, du scoring. Même si ça manquait de profondeur de banc, et ils ont commencé à m'inquiéter contre les Clippers. Ils passent à l'arrache avec, et qu'on sait. 4 quand même à l'arrache. Non, mais si t'as vu les matchs, c'était pas non plus j'ai pas vu. facile. Et sans Léonard en plus, certes, ils sont passés, mais je me suis dit finalement, ça va être compliqué d'aller au bout. Manque de rotation. Et là, quand je les vois contre les Nuggets,
ils sont à leur place, j'ai l'impression. ils sont à leur place, ils sont un cran en dessous. Je vois une équipe des Nuggets beaucoup plus au point collectivement, offensivement. Voilà, ils jouent comme ça avec Jokic au milieu qui distribue à tout le monde, avec parfois un grand Jamal Murray. Et ça va être trop léger, je pense, les Suns. Surtout avec la perte de Chris Paul. Il n'a pas su se créer de banc. Si Chris Paul se blesse pas dans une il a pas eu de playoff, c'est pas marrant. On parle souvent de coach qui arrive à se créer, à sortir un peu des joueurs du banc, à leur donner un rôle. Cameron Payne, dans le run de playoff pour aller loin, c'est mais exactement ça. il l'a pas mis en début, là, tout d'un coup, il le met parce que Chris Paul, il est blessé. C'est pas comme ça que ça marche. Et voilà, il arrive à sortir personne qui peut aider le duo Booker-Durant et ça va être compliqué. Moi, il y a un truc que j'aime bien, je vais revenir sur les Nuggets, parce qu'on aime voir l'évolution des équipes. Et on se souvient de ces Nuggets qui bataillaient pour les playoffs à l'époque. 2 fois 9e, 2 fois 9e, avec l'arrivée après de Mike Malone. Ils se sont dit, faut qu'on défende les garçons. Ils se sont mis à défendre, ils sont arrivés dans le haut de la conférence Ouest. Et puis maintenant, quasiment, depuis 2-3 ans, c'est l'une des meilleures équipes NBA. Mais en playoff, il manquait tout le temps quelque chose. Honnêtement, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, je souvent disais, les Nuggets. Je disais, c'est pas une équipe qui peut être champion, ça défend pas assez. Jokic est beaucoup trop omnipotent autour. L'année dernière, ils avaient beaucoup de blessures aussi. Mais en tout cas, il manquait tout le temps quelque chose. Là, je vois une équipe déjà qui est en bonne santé, et on sait que c'est archi important pour aller au bout, mais je vois une équipe qui est dans une bulle collective où je me dis, mais ça, en fait, tu joues comme un futur champion. Parce que Jokic fait du Jokic, mais les gens autour sont tellement disciplinés, tellement plus forts défensivement. Le coaching de Mike Malone, je me dis, mais ça, en fait, pour la première fois depuis l'histoire des Nuggets, Jokic et Mike Malone, je me dis, mais c'est une équipe que je vois aller au bout. Moi, c'est clair, ils ont comblé des manques athlétiques. Aaron Gordon, Jeff Green, KCP. Ils ont manqué des. Quand c'est athlétique en général, c'est aussi en défense. Tu as raison, moi j'ai toujours ce grand doute face à une très forte équipe. Comment ils vont pouvoir protéger Jokic défensivement. Ça reste le grand point d'interrogation. Pour l'instant, ils déroulent, ils sont largement plus forts parce que Mike Malone arrive à mettre des rails dans lesquels tout le monde se retrouve et tout le monde s'éclate surtout. Franchement, il joue à 8-9 et chacun est très bon. Bruce Brown Jr., franchement, on l'a beaucoup aimé avec les Nets. Il s'est intégré avec un profil qu'il est le seul à avoir dans son équipe et c'est un parfait complément des autres. Donc, franchement, ils sont impressionnants. Ils sont pour l'instant impressionnants. C'est 2 matchs à domicile. Vraiment, toujours rappeler que quand tu es à la maison, tu es vraiment plus fort dans les playoffs. Surtout à Denver. En Denver, où tu manques encore plus. Ils ont quand même 2 matchs où il faut. Le premier, il faut vraiment s'employer. Murray, incroyable. Le deuxième, il s'emploie, mais il faut un écart d'un coup. Et les autres explosent complètement, mais parce que eux ont la profondeur, eux ont l'intensité, eux ont le collectif. Ouais, ils font kiffer dans l'esprit collectif et tout le monde défend. Sur chaque possession, il n'y a pas un panier facile qui est donné. Voilà, Bruce Brown, chacun est dans son rôle. On est content de voir enfin Gordon ça fait un moment, mais là, vraiment, il s'éclate dans ce rôle autour de Jokic, un Caldwell Pope, il est pas 8 sur 8 sur les 2 premiers matchs, il a fait 4-4 et 4-4. Voilà, et ça fait 2 voitures, ça, ouais. Ou un goûter. Et vraiment, là, on voit une équipe qui déroule, surtout qui est en place. Ils dégagent une impression ils sont denses, en fait, sur le terrain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Ils prennent tout l'espace. Il n'y a pas de panier facile, il n'y a pas de lay-up facile. Et voilà, c'est des guerriers. Et vraiment, et en plus, avec un grand Murray, ils peuvent aller loin, honnêtement. C'est un peu le seul qui a le talent sur les lignes extérieures. Après, il y a Michael Porter Jr. 3-8 sur le match 1 et 4-4. Pardon, je croyais que voilà. C'est quand même très bien, je te rassure. Ouais. Et Murray, voilà, c'est un peu les seuls. Porter, il peut mettre des paniers, mais dans la création, dans les finitions. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? T'es mené 2-0, tu retournes chez toi, t'es archi dominé. Il y a Jokic en face qui fait une chanson incroyable à DeAndre Ayton. Vraiment, moi je trouve que dans le rapport, alors même, on va rien vous apprendre en disant que Jokic est un meilleur joueur que DeAndre Ayton, mais pour moi l'écart il est abyssal entre les deux. Ça devrait pas être autant, quoi. Ça devrait pas être autant. Qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on a perdu Chris Paul? Ce qui se trame, ce qui se murmure, ce qui se lit dans certains articles de la presse des Suns, c'est qu'il y a 2 choses, c'est que est-ce qu'on essaie de faire jouer Booker? Et moi, il y a meneur, parce que faire jouer Booker, c'est vrai que c'est mieux. Faire jouer Booker meneur. Et surtout, il y a quelque chose, c'est que la défense des Nuggets est en place pour cacher Jokic. Mais Jokic, au bout d'un moment, il faut l'emmener sur tous les pick and roll. Aujourd'hui, ils ont pas de système. Ils font une passe et c'est du 1 contre 1. Emmène Jokic sur les pick and roll. Après, ils ont l'habitude, t'inquiète pas. Hein. Je pense toutes les équipes qui jouent les Nuggets. Mais ils l'ont pas fait beaucoup, hein. Ouais, mais parce que le plan de jeu défensif aussi est bien fait. Après, faire jouer Devin Booker meneur, enfin, c'est une évidence dans le sens où
Moi, je veux bien que Payne il monte la balle et qu'il voilà. Non, moi, j'ai plus loin que ça. Je veux qu'il joue meneur. Hein. Non, je faut veux le qu'il soulager joue. un peu au niveau de. Je te dis pas que Cameron Bay, déjà, tu vois, là, il va avoir un changement de 5 majeur. On va voir quel sera le choix de Monty Williams. Moi, j'ai envie de te dire, tu mets Booker meneur, poste 1, tu mets Okoji et tu mets Torrey Craig, KD dans les ailes et tu mets DeAndre Ayton. Au moins, c'est clair. Cameron Payne, je le fais jouer parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il joue. C'est ton backup parce que si tu le mets meneur titulaire, gros, t'as vraiment plus personne derrière. Et tu lui Donc, donnes aussi confiance. Voilà. ouais, mais là, à un moment donné, le mettre sur le terrain, Là, t'as Chris Paul qui est je- pas là. Tu lui dis, ouais, tu vas démarrer sais, mais- quand même sur le banc. Gros, c'est dur. Hein. T'as raison, le seul truc que je dis, c'est tu que peux je donne la sortir balle du à banc. Devin Booker. Ouais, mais et ça tu sent joues que 20 Chris minutes. Paul n'est plus là. Oui, mais tu joues 20 Le minutes. message envoyé, Enfin, gros. tu mets Booker meneur. Et tu lui dis, gros, tu joues mets meneur, pas mais Thomas Dufort à la place, quoi. Et pourquoi pas, je ferai Attention, bien qu'il y a cette un peu de équipe. respect. Merci. Bientôt la vidéo avec Kevin Serafin. Kevin Serafin a découvert que Thomas était un bon joueur. Ouais, mais j'ai à la fois, entre le plaisir, un peu la haine, c'est pour ça que je le mets droit derrière. À la fin, on finit le match, on est cuit, on est comme ça, et Kevin, il nous dit. Il regarde Thomas, il fait tu joues bien. Gros, je lui ai Thomas, il a fait comme un une man. patate, frère. On l'a engueulé, Kevin, on l'a engueulé. Gros, On a t'es morflé. sérieux, Tu sais qu'on a joué contre lui, on a. Bah, j'imagine, mais quand même, quand je vois comment il t'enfonce, pour moi, t'avoir aussi joué à la hoops, tu fais un bon. On peut le dire alors, voilà. Un bon 115. Ouais, bon, 115, 120, bien Non, tassé. pas 120, pas 120, pas 120. Je peux Plus dire- 120. Moi, j'arrive à te pousser, mais je donne tout ce que j'ai là. Quand je vois qu'il te met comme ça, bon, il force un petit peu, il t'emmène sous le cercle. Thomas. Bon, après, je le connais bien, Kevin. Hein. Kevin Serafin est un bon joueur de basket. hein. Ah oui, il est exceptionnel, Kevin. Vidéo à venir bientôt, Vidéo à qui venir. vaudra le détour, en plein montage. Qu'est-ce qu'on disait, je sais même plus. Qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qu'on imagine Devin Booker, meneur de jeu. Voilà, alors, non, voilà. Qu'est-ce qu'on change? Retour à domicile. On change déjà l'état d'esprit. Hein. Allez, les gars, on y va. Il essaye, comme il s'appelle, le chauve un peu métis, là, je crois qu'il est coach. Il dessine des trucs sur la planche ou Bah, en Non, tout il cas, est plus fort dans les discours. Oh, la vache, Moi, mais ce dont Monty je suis Williams, sûr, c'est en que- 2 ans, il est passé de meilleur coach NBA à... Meilleur code, moi, je l'ai toujours dit. Hein, l'équipe a roulé tout seul avec Chris Non, Paul et tout. non, Come on, Thomas. Il a rien inventé, c'est ça que je veux dire. J'ai pas eu de- Mais qui invente quoi? Attendez. Non, mais j'ai jamais vu. Enfin, je me suis jamais dit, ah ouais, Monty Williams, ce qu'il fait avec les Suns. J'ai vu un Chris Paul à la baguette qui régalait Avant lui, avec. il faut venir Ah du mec, ouais, arrêtez. c'est lui la bascule. La bulle et tout. Bref, Ok. état d'esprit, on est à domicile, les gars, faut être agressif. On court. Devin Booker, joue tes pick and roll, joue à fond. Là, il faut de l'allant. Il faut arriver Tu à crois créer là un dans ce truc. que tu dis? Ah, mais gros, ils en sont là. Hein. Oui, est-ce que tu crois? Que gagne, que passe, que passe. Qu'ils peuvent switcher comme ça? Moi, je pense qu'il y a 3 après le match 4, je pense qu'il y a 3 à C'est des Denver. discussions, c'est, je pense, mot pour mot, les mêmes discussions qu'on a eues l'année dernière avec les Nets face aux Celtics en disant « Ah, il faut réagir à domicile ». Pour moi, le gap collectif est beaucoup trop énorme et Dieu merci, le basket est un sport qui se gagne d'abord collectivement. Les fins de match appartiennent aux superstars. Moi, je suis d'accord avec mais toi. là, pour moi, le gap moi aussi, coaching, le gap profondeur, le gap de tout, il est tellement énorme que même avec le talent... Et KD, on va attendre que voir comment ça se termine, mais il va falloir qu'il se pose des questions. Ça fait quand même 2 ans qu'il se retrouve avec des équipes pas prêtes, des équipes qui sont plus coachées pour arriver en play-off. Surtout des équipes qui, pour avoir Kevin Durant, doivent beaucoup lâcher. Voilà. C'est toujours pareil. Moi, un Ouais, truc que voilà, j'ai pas on va aimé, faire par un contre, truc. c'est le début de match. Moi, je préfère clairement que ce soit Booker. Qui débute. Qui joue les ballons en premier dans les systèmes. On l'a vu au tour précédent, ça a bien fonctionné, c'est un excellent passeur. Je préfère voir Durant en bout de chaîne, entre guillemets, mais en deuxième option. Parce que voilà, Booker est un peu plus jeune, plus frais, il est capable de créer des solutions. Et voilà, après, bon, on va pas en reparler, mais Ayton, vraiment, moi j'aimerais qu'ils se disent, ouais, j'ai un défi énorme, j'ai un double MVP devant moi. On te demande pas de l'éteindre. Ouais, mais bon, au bout d'un moment... Saute-lui dessus, mets le coude, je sais pas, moi, attrape-lui les jambes, j'en sais rien. oui. Moi, au bout d'un Un peu moment, de vie, un peu fais d'arme. quelque chose, quoi, rentre-lui dedans. non. T'es pas obligé de mettre que des beaux paniers, des Ah ouais, super. ouais. Fous-lui 3 Ah coups ouais. d'épaule, je mais sais il pas, faut- fais quelque chose. Quoi. Franchement, je il pense fait que lui, bien lui- les straps sur les doigts. Moi, je pense que lui, quand il se fait des séances vidéo, il se les fait tout seul dans son canapé avec du sopalin et de la crème. Hein. en caleçon. Ah ouais. Hein. Et Parce qu'il a crème, c'est mangé pas des de la crème, beignets- il c'est pas mange la des beignets à la Nivea, crème, c'est du quoi. loup. Hein. Oh, mon gars, mais il est là avec des short rolls. Et gros, va la Gros, mine. moi, un je peu. serais frustré si j'étais son coéquipier. Oh là là. Peut-être qu'ils le sont. Moi, je suis très frustré aussi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné un quiz. Un qui Je pense que c'est pour moi aujourd'hui. par C'est contre. pour toi. J'en gagne rarement, mais celui-là, je le sens bien. Ok, Dylan Brooks. Allez, on va attendre comme ça la vidéo. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz et dit surtout. Oh là là, Oh, good il a hand. progressé. Hein. Good cat. Depuis que c'est Kevin Serafin qui me fait des passes, je suis toujours prêt. Hop, tiens, je te la rends. Tu sais qu'il était bon ce con là en plus. Bah, attends, je l'ai mis en valeur pendant des années. Ok. c'est-à-dire, en fait, c'est vrai ou pas C'était T'es toi pas- le premier. Ouais, je suis passé par la Je pro, peux bien après avoir la NBA. cru en toi.
Vous Non, vous je rendez suis compte très quand même que content. Tom Saravino joue avec des joueurs NBA à un moment donné. Je me suis dit ça, moi, je fais toi, vraiment, on a changé ta vie. Hein. Ah ouais, clairement. Quand on Dis retourne plus, dis moins. jouer dans le Beaujolais, c'est pas la NBA que je From vois. Cloche-Merle to des NBA. Le Schmer qui serait une ville étape du Tour de France. Je Ah, préfère bonne l'annoncer. info. Très bien. Bon, c'est l'heure du quiz et Thomas domine beaucoup trop en ce moment, sais. donc j'aimerais bien. Thomas, la rookie, ce serait bien que tu t'y mettes aussi. La dernière fois, je crois que tu es le qui suis si je suis pas fou. Il y a peu de chance, mais. Fais semblant. La rookie suis-je? J'ai pas. Alors, Public de merde. Hein. j'ai fait un nouveau jeu qu'on n'a jamais fait. Je vais vous donner Ah. un prénom et chacun votre tour, vous allez donner un joueur qui a porté ce prénom. Oh la vache, ok. J'ai On choisi peut 2 donner- prénoms. Plusieurs joueurs Un, On peut donner plusieurs C'est joueurs un truc comme ça, je bah, c'est le premier qui se Non, mais trompe. s'il y a un prénom et qu'il peut y avoir plusieurs noms de famille, c'est ça que je veux dire. Et quand tu fais des nouveaux jeux, écris, fais un tableau. Il a et, dit je vais donner un prénom, vous devez Je vais donner un prénom. Ok. Genre Comme Thomas et Tony. tous les joueurs. Tony, il y a eu Tony Allen, Ouais. Tony Parker. Ouais, c'est ce que je Chacun dis. votre tour, vous allez en donner un. Ah, ok, ok. Ouais. Voilà, on va commencer C'est avec l'énumération. Eric. Qui commence? Thomas. Rick Minor. Eric Maynard. Ouh, Bien. Eric Bledsoe. Eric Bledsoe. Eric Gordon. Eric Gordon. Eric Favor. Eric Eric. Favor. Eric Il Favor. savait, il est bon, il est éliminé. Eric Monros. Eric. Eric Dampierre. Eric Dom. Eric Serraz. Ta gueule, t'as perdu. Attends, Eric. Eric Dompierre, Ouais, ouais. tu m'as dit. Non, Dampierre, c'est pas Eric. Hein. Mais pourquoi Non, c'est Eric? Il est pas Non. dans mon truc. Non, hein. non, Eric, C'est Pierre, je crois. Non, ou- non, non. Eric Dampierre? Non, non. Eric Ah, si, ouais, je crois que c'est vrai. Eric de Dampierre. Eric Dampierre. Ah, frère, avec c'est sérieux, CSTK, Eric Dampierre CSTK. Oh, non, mais attends, il est sérieux? C'est CK, c'est pour ça que je l'ai pas. C'est CK. Mais vous êtes sérieux là? Vous m'avez mis en doute, genre? Vous êtes Il est fous. là, Eric Dampierre. Mais bien sûr qu'il est là. Allez, on gros. accepte les Ah, j'aurais CK. dû Du coup, il y en a un garder autre. Minor. Il y en a plus Eric qu'un. Williams. Eric Williams, c'est là. Ah, on dit Ouais, quoi, ça? Ah non, il joue au Eric Celtics. Smith. Oh là là. Eric Smith, c'est quoi cette mauvaise foi? Il joue au Celtics. Oui, très bien. Non, mais gros, au bout d'un Mais moment. oui, ça va. Allez, Pépère. C'est à moi, du coup. Bah je oui, dois revenir au ou lieu de pas gagner du temps. Non. C'est grave, ça, sérieux. Ah, j'en ai un. Arrête, Erwan. Putain, je suis dans la merde, faut m'en J'en ai un foutre. de ouf. Oh la vache, allez Thomas, allez. Allez, il y en a un qui joue. Eric Piatowski. Ah ouais, pas mal. Eric Piatowski, elle est belle. Du Clippers. à toi. Oh, je suis bon. Il est éliminé Ah non, toujours, mais- lui. Eric Pachal. Ah Eric- ouais, bravo. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Oh la vache, c'est technique ça. Vous voulez les indices ou. Non, attends. Non, bah non. Eric. Ah, il y avait un Eric qui est né en France. Eric là. Smith. Il a rien compris au jeu. Il est pas là, Eric Smith. Oh là Il y là, a comment il pas de s'appelle? Smith. Le mec qui était J'avais né en une chance France, sur, il est toujours sur sur deux. NBA.com là. Parce qu'il y a Rick Smith. Oh là là. Oui, non, Ah, mais voilà. comme les Smith. Ah, Allez, il y je en vais a devoir des- faire un décompte. Hein. Ouais, je sais, attends. T'en as un peu en attente? Je cherche là. Oh là là. Non, tu as déjà dit mon rose. Ouais, j'ai déjà dit ça. Eric Monross. Il y a un vrai gars d'une vraie franchise d'Erwan. À l'époque. Eric Taylor. Arrête Ah, mais t'es gros. Il tape à côté à chaque fois. Bon, j'ai un 5 pattes, c'est dans une classe qui. Bon, vous Je avez tente fait- des noms américains connus. Allez, on excuse-moi. finit. C'est Bah, un gars j'ai- qui joue au Knicks. Non, je l'ai pas. Eric. Je l'ai pas. Eric Snow. Eric Snow. Ah, Un vrai gars Omnix, d'Enix, des Eric Snow. Sixers. Un vrai gars d'Enix, Eric Snow à l'époque. J'avais pas trouvé. Hein. J'avais pas trouvé. Eric Snow, c'est Seattle et. Allez, vas-y. Et T'as gagné, Erwan, t'as gagné. Eric qui j'ai confondu, je vais pas le dire. Vas-y, C'est avec déjà John fait, hein. C'est vraiment une merde. Ça rime avec Snow, John Stark. Il y avait qui vous avez pas dit, vous en avez pas dit beaucoup. Hein. J'en ai. Vas-y, au revoir, envoie des noms. Eric Anderson, Eric Dawson, Eric Firstnet, Eric Johnson, Eric Lechner, Eric McWilliams, Eric Mobley, Eric Monet, Eric Morland, Eric Murdoch, Eric Plana, Eric Riley, Eric Washington, Eric White, Eric Barclay, Frérot, il y avait aucun joueur connu. Eric Green, Eric Strickland. Ah, Strickland, ok. On y arrive. Eric Allez. Strickland. Gros, il y avait Vas-y. aucun joueur connu là. Bon, On allez. aurait pu passer un nom au Vous voulez un hasard. autre ouais, prénom ou clairement. pas ceux qui suis-je Non, Qui qui suis-je, suis-je, envoie Direct. Ouais, ouais. C'est bon, Un c'est petit bon. jeu là, oh. Oh, mais- Tu Putain, as Fambouille. un chifoumi. Attends, j'étais pas là lundi. Ah non. C'est vrai que t'as pas trop. Eh, Frérot, j'ai un avion à prendre. Est-ce qu'on Ouais. peut avancer dans Non, cette c'est bon, émission? un petit jeu Merci. vite fait. Oh la vache. Non, non, allez, on y Il va. était On 19h30. fera à table, on jouera à Ouais, table. merci, On jouera à merci table. papa. On jouera à table. On va t'inquiète. bien se marrer un C'était petit. ça. Tu On vas va voir. prendre un Happy Meal et puis on va jouer avec toi, t'inquiète pas. Allez, en concentration, s'il vous plaît. Je suis né le 5 juin 1987 à Baton Rouge. J'ai donc 35 ans et la dernière fois qu'on m'a aperçu sur un parquet NBA, c'était en 2017 avec Washington. Mais, commençons par le commencement. Je vais à la fac de 2005 à 2009. 2 ans dans la petite faculté de Kilgore. Oh, la vache. Et puis 2 ans du côté des Tigers de LSU.
de 2007 à 2009. À Louisiana State University, je montre directement mes qualités de scoreur. Lors de ma saison senior en 2008-2009, j'inscris 21 points de moyenne, avec plus de 2 paniers à 3 points inscrits par match. Je suis d'ailleurs élu joueur de l'année de la conférence Sud-Est. Avec ces stats sympathiques, je me présente à la draft 2009. Les scouting reports me comparent à Deshaun Stephenson. On met en avant mes qualités à mettre des shoots compliqués, mais aussi ma capacité à être agressif, vite au cercle. Mais mon physique fait un peu défaut. Martin Webster. Non. Jordan Crawford. Portland. Mais il a joué, je suis sur les Wizards. Ah oui, oui. Wizards, il a fait Il faut Wizards. dire que je fais 1m93 pour un peu plus de 90 kilos. Je suis pas loin. Putain, Hein. j'en ai un là. Bon. Martin Webster, je disais. Je ne serai pas appelé au premier tour, mais au second. À la 43e position par le 8 de Miami. Le soir même, je suis tradé chez les Hornets de New Orleans. Oh putain, c'est qui ce blaireau? Ma saison, aussi, là. ma saison rookie se passe bien. Je joue en moyenne 25 minutes en sortie de banc pour 14,5 points à 45% au shoot. Putain, je l'ai. Quoi? Mais attends, c'est quoi ça? En février, contre Cleveland, j'égale le record de la franchise pour un rookie avec 37 points d'inscrits. Eh oui, je suis quelqu'un, je commence déjà à faire du bruit. Je suis nommé dans la NBA All Rookie Second Team. Je prends au passage le record de panier à 3 points inscrits pour un joueur de Hornets. Avec 117. Je trouve la tête qu'il a joué. Arrête, Erwan, là. Chut, la saison suivante, je pars sur des bases plus basses, mais je serai tradé en cours de saison pour ramener Carl Landry à New Orleans. Je débarque, moi, Ah si, je vois qui c'est. à Sacramento. Putain, Avec je les l'ai. Kings, j'intègre le 5 majeur. Je Charles joue Crawford. directement. Pardon, non. Non. Et je joue directement 38 minutes de moyenne avec le bon vieux DeMarcus Cousins. C'est un métis clair. Le 14 mars 2011, soit juste un mois après, je plante mon record en carrière avec 42 points contre les Qui Warriors. ça? Thomas? La saison suivante, c'est Ray le... McCollum. Non, c'est le lockout. Et je joue une cinquantaine de matchs dans le 5. Je tourne à 18,7 points sur la saison. Je commence à m'imposer comme un vrai scoreur fiable de la ligue. Les mecs, on est mauvais, là. Il est où là? À Sacramento. Sauf que la saison suivante, en 2012-2013, le retour de John Salmons à Sacramento me décale sur le banc. Je garderai ce rôle en sortie de banc la saison d'après. Je planterai quand même 42 points une nouvelle fois contre Indiana avant d'être tradé en février 2014 du côté de Brooklyn. New Orleans, Sacramento et maintenant Brooklyn. Désormais, Jack. non, désormais, je vous le dis, Non. désormais, je vous le dis, je ne m'installerai plus jamais dans aucune franchise. Putain, 18 points au King. C'est simple, en 3 ans, je jouerai dans 5 franchises, souvent gêné par les Pargo blessures. Pargo. Non. C'est pas des. Arrête. Je jouerai donc à Brooklyn pour 26 matchs. C'est un arrière, le mec. Putain, arrête avec les meneurs. Mais Jérémy Pargo, c'est. C'est un arrière, frère. Ah, C'est un ouais. meneur. C'est pas Pargo. Je jouerai donc à Brooklyn pour 26 matchs, puis à Boston et Phoenix lors de la saison 2014-2015, et à Houston et Washington lors de la saison suivante. Oh là là. Un shooter. Si vous avez un souvenir de moi récent, c'est sûrement dans la capitale d'ailleurs, avec le numéro 15. Je jouerai une quinzaine de minutes en sortie de banc pendant 2 saisons, avant de quitter les parquets NBA en 2017. J'irai en G-League en attendant qu'une franchise me redonne une chance, mais elle n'arrivera jamais. Alors j'irai faire un peu d'argent en Chine. C'est la fin du qui suis-je. Donc je vais Oh là 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 là. On a pas vu ça. vous donner Au Kings, 1m93, un shooter, un Passé. Renoir avec des muscles, il est athlétique. Un Renoir. passer par LSU. Il avait souvent un brassard. Hein. Une brassière. Non, comment on appelle ça Un coup d'hier. Une coudière. Sleeve. Coudière, donc il porte le 15 Manche. à Washington, il portait le 23 avec les Kings. Mais gros, je vois que lui. Ouais, là, vous passez un peu à côté. Oh la hein. vache. J'ai bien Clément, rien à Qu'est-ce voir. que je peux vous donner comme info? Je vous ai donné, hein, c'est un shooter. Tout le monde doit l'avoir dans le chat. N'hésitez pas à nous dire, hein, On se mec. souvient, franchement, moi je m'en souviens à Houston, il tourne à 10 points de moyenne. On va aller sur les initiales. Hein, en tout cas, c'est un métis chauve. Oh la vache. Incroyable. Eh gros, Après la tout ce qu'il trou nous, d'air. nous a donné qu'on l'ait pas. Ah c'est ouais, ouais, incroyable. c'est terrible. Vous Vous voulez terrible. le prénom ou les initiales? Initial. MT. Je sais pas qui c'est. On est mauvais, hein. Waouh. MT. Ouais, le polo, on est pas bon. Le prénom c'est Marcus. Non, mais Marcus Thornton. Vas-y, Mais vas-y. Marcus Eh, Martel Thornton. Webster. Marcus Thornton. Eh ouais. Je Je pense tellement à lui, ce fils Aïe, aïe, d'arpé. aïe, aïe. Thornton, mais Martel oui. Webster, Marcus Thornton. Il arrive tellement après au Aïe, Bucks. aïe, aïe. Ouais, je me rassure, celui-là, il compte pas. Honnête, aussi. Celui-là ne compte Oh, pas. regarde-le. Ah, mais genre parce que j'allais le prendre surtout. Non, Ah non, 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 c'est pas son Ah genre. oui, c'est merci. pas son genre. Ah Il oui. dit Marcus, je fais Thornton et je vais pas. Putain, Martel Webster, Marcus Thornton, je suis Je nul. le vois Ma- tellement. Ouais. Un énorme scoreur Ah et oui. tout. Mais Mais Eh chauve, oui. par contre, faut que tu revoies tes classiques. Hein. Il était pas chauve. Hein. Bah moi je le vois chauve Rasé sur... court, mais bon. Bon, bref, on est. Oui, en plus, c'est les Eh, boussettes. je le vois lui, mais maintenant. pas un scud, il a fait un super qui suit, on a été mauvais. Bravo, bravo, tu nous as Voilà, bien baisé. merci. Ouais. Tu nous as bien baisé. Putain, Marcus Thornton C'est de pas fou, mon on gars. est mauvais, Gélène. Mais Allez. ça- Tu vois pas Non. Ouais, c'est un vrai scoreur. Bien, belle croquette. Bon, merci les amis. On se retrouve lundi pour la Libre Antenne. On aura encore plein de choses à vous raconter. Et jeudi prochain, on sera sur la chaîne Twitch de Domingo pour le tournoi 3-3. Il y aura Tony Parker. Et dans notre équipe, il y aura Kevin Mayer. Je peux te dire que
Pour la sauté. première fois de ma vie, je serai pas le mec le plus affûté de mon équipe. Allez, on se quitte sur la nouvelle danse de Lil Uzi Vert. Mais combien de nouvelles, Erwan, ça fait des mois, ça c'est. Mais moi, c'est nouveau pour moi. Il y a une nouvelle danse. Erwan, il y a un truc qui va sortir, c'est le Moonwalk de Michael Jackson. Et va écouter le dernier son d'Akhenaton, c'est Je danse le Mia, c'est très très cool. Très 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 cool. Allez, casse-le. Putain, Marcus Thor.